Émission 882. Cette semaine, Peter Parker de Spectacular Spider-Ham, Apocalypse Now. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. C'était tout un titre, hein? Oui, monsieur. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Toute la patente. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres combattent le désespoir à coups de mèmes. Oui. Oui. C'est très vrai, c'est très vrai. Ouais. Je vous les présente à l'instant. Il n'a rien d'un jambon, le cinéaste Johan Carl Wissel est avec nous. Oh, Salut, Johan. t'es fin. Bon, on est plus jeunes pour faire des jambonneries, là. Non. Pas qu'on en fait encore des fois. Non, j'ai plus le dos pour. Ah, toi, tes jambonneries, écoute, impliquent un bon corps? Oui, c'est... Non, mais tu ris, là, mais ce matin, je me suis levé, Ouais. puis je boitais d'un de mes genoux parce que j'avais dormi bizarre. Ouais, je peut-être comprends ça. Ouais. Pas le bon... Puis ça a pris comme une bonne demi-heure avant que mon genou soit correct. Puis ça m'a comme frappé que c'est ça. C'est là. rendu là. Moi, C'est, j'ai recommencé à aller au gym peu de temps avant le temps des fêtes. Puis, Je t'admire pour ça, Ben. Ah, c'est juste parce que j'essaie de repousser la mort. Mais... ça, sans ironie. Puis j'ai commencé à faire des exercices du corps. Puis pour vrai, là, ça fait des miracles à mon dos. Je sais que l'on parlait de genoux, là, mais pour moi, c'est un peu dans la même catégorie de je vieillis, je me fais mal. Et le dos, depuis que je travaillais dans des bureaux, me faisait souffrir. Et maintenant, pour vrai, c'est mieux. Fait que je vais essayer de ne pas me blesser. Mais faites quelques exercices par jour réguliers, là. Les 5 Tibétains, comme disait notre ami Toggy sur le Discord des Mystérieux Étonnants, il partage tout le temps les 5 Tibétains, c'est 5 exercices, là, c'est pas 5 personnes d'origine tibétaine. Oui, faites pas 5 Tibétains par jour. Ouais. Tapez-vous 5 Tibétains par jour. Passez au travail rapidement, je pense. Bon, il doit y avoir une population énorme ici au Québec. Ben, merci, Johan, d'être là cette semaine. Je suis excité, honoré, content, heureux. Je t'ai comme demandé, en plus, de nous reparler de la Switch 2. On va en parler dans pas longtemps, parce que moi, j'ai suivi ça un petit peu de loin. Ils en ont parlé sur le Discord des Mystérieux Étonnants, puis comme n'importe quoi, des fois, à un moment donné, je perds le fil de l'information, fait que tu vas nous en jaser. Mais on va commencer avec quelque chose d'assez intéressant, parce que je pense que tu en as lu un petit peu. Ouais. Je vais commencer par un message vocal d'un auditeur qui s'appelle, je pense que son nom c'est Maxime. Il nous pose une question par rapport à une série, ou plutôt une série de séries, plusieurs titres, que toi tu as lu, que moi j'ai lu. Vous allez voir de quoi je parle. On écoute ce que Maxime a dit. Oh. Salut les mystérieux étonnants, je vous entends souvent parler de Hellboy, fait que j'ai décidé de m'acheter tous les omnibus de Hellboy, mais là après je me suis rendu compte qu'il y avait les Ape Sapiens, je me suis acheté les Ape Sapiens, puis j'ai trouvé dans l'usager le Lobster Johnson, puis le Witchfinder, puis là je me suis dit par quoi je commence, puis là je me suis rendu compte qu'il y en avait bien plus que ça, puis il y en a qui disent qu'il y avait un ordre à respecter, d'autres que ça faisait partie de l'exploration, puis j'aurais voulu savoir vous comment vous êtes rentré dans l'univers de Mignon-là, puis c'était quoi votre ordre que vous avez suivi. Fait que, merci pour votre émission, salut. Merci Max pour l'excellente question. Ah, c'est énorme comme question, là. C'est pas facile à répondre. C'est un mandat en fait. Mais je pense que pour revenir un petit peu en arrière, toi et moi on a commencé par BPRD, Plagues of Frogs. J'ai commencé, l'univers de Mignola, je l'ai commencé avant ça avec une autre série de livres. C'est comme... Ah, man, je me rappelle pas du titre, mais... C'était pas comme dans l'univers de Hellboy, mais ça avait le feeling de Hellboy. Comme la première histoire, c'est un robot qui retrouve sa tête. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Écoute, là. je pense que tu parles de Incredible Screw on Heads. Oui, c'est ça. C'est ça la première chose de Mignola que j'ai lu. Mais je pense qu'il est de Mignola, mais qui ne fait pas partie du Mignola-verse ou du Hellboy-verse. Non, c'est ça, c'est comme... C'est à part. Mais c'est à part, mais tu pourrais prendre ces histoires-là, les mettre dans le Mignola-verse, puis ça fonctionnerait. Oui, là. Un peu comme Baltimore. Qui est une série, je pense, qui a été... en tout cas, tout le moins, l'histoire d'initiale a été créée par Mignola, mais qui n'est pas dans l'univers de Mignola, mais qui pourrait faire partie quand même de l'univers de Mignola, de Hellboy. Je vais essayer de répondre à la question. Je disais que toi et moi, on a peut-être lu un peu en même temps Plagues of Frogs, parce que jadis, j'étais un client de la librairie Millennium sur J'ai acheté Rachel, les 4... les 4 omnibus qui sont sortis initialement de BPRD, et c'était l'ancien libraire Mario, qui malheureusement ne travaille plus là-bas, qui nous les avait suggérés, je pense, un petit peu en même temps. C'est un très bon rapport qualité-prix. On parle d'une $35 canadien pour un hardcover, donc couverture rigide.
Puis peut-être, j'ai pris quelques notes, là, puis corrige-moi si tu as quelque chose qui saute en tête là, pendant que j'en parle. Là, puis je vais vous le dire tout de suite en partant. Je pense pas être le spécialiste de l'univers de Mignola, c'est très très large. Mais je pense immense. Ce qui est le fun par rapport à ce que Dark Horse Comics, l'éditeur de Hellboy et BPRD compagnie du Mignolaverse, ce qu'ils ont fait, c'est que justement, ils ont fait des éditions omnibus où ils réunissent plusieurs numéros, puis il y a une ordre de lecture qui est souvent suggérée, qui est une bonne... Il y a vraiment une job d'édition dans ce que Dark Horse Comics a fait. Fait que quand Maxime m'a envoyé le message vocal, je suis allé voir ma bibliothèque et j'ai remarqué que j'ai commencé par BPRD Plagues of Frog, numéro 1 à 4, qui sont des omnibus. Et ça commence très léger. Hein? Puis pour les gens qui ne savent pas, BPRD, c'est The Bureau of Paranormal Research and Defense, un genre de FBI du paranormal qui existe dans l'univers de Hellboy, un genre de bureau gouvernemental secret auquel Hellboy fait partie initialement, mais il finit par s'en aller. Regarde, ça fait des minimum 15 ans que ça sort cette histoire-là. Fait que il finit par s'en aller. Puis BPRD, de la façon que Mario me l'avait vendu, t'as pas besoin d'avoir lu Hellboy pour comprendre l'histoire, et je suis très d'accord. Donc, tu peux commencer par BPRD ou tu peux commencer par un des 4 trades de Hellboy. Parce que pour vrai, le core de Hellboy, c'est juste 4 trades. Il n'y a pas plus que ça. Et tu as différentes éditions. Tu as les éditions librairie que je pense que tu as déjà acheté dans le temps, qui sont des grosses éditions pour apprécier l'art. Ou tu as les trades réguliers que vous pouvez acheter 1 à 4. Oui, c'est ça. Moi, pour Hellboy, j'ai les omnibus de collection. Exactement. Là, toutes noires. Noir, exact. Même feutrés un petit peu. C'est ça. Ils sont vraiment beaux. Là. C'est des belles Superbe. éditions. Plus cher un petit peu, mais quand même. Donc ça, il y en a juste 4. Puis le dernier de Hellboy, c'est Hellboy Hell on Earth. Donc si vous voulez lire l'histoire de Hellboy, qui a été déclinée sur plusieurs années, c'est ça, ces trades-là en premier. Après, vous pouvez lire BPRD Plagues of Frogs, les 4 premiers trades, mais c'est pas des trades, c'est des gros omnibus. Je sais qu'ils ont refait des éditions par la suite. Ça, je sais pas. Donc, il y a une réédition qui existe. C'est là où ça devient un peu compliqué parce que si vous mélangez dans les versions, je peux pas vous dire que vous allez avoir le même nombre de numéros par volume, puis c'est là où ça devient un peu compliqué. Fait que, essayez de vous renseigner un petit peu avant d'acheter votre truc. Il y a des sites pour ça qui peuvent un peu vous aider. Donc après, c'est BPRD Hell on Earth, 1 à 5. Donc c'est 5 gros omnibus cartonnés. Et ça finit avec BPRD The Devil You Know, qui à ma connaissance, qui est juste un omnibus et qui à ma connaissance est la fin du cycle des histoires de BPRD et de Hellboy. C'est le plus loin qu'on est dans le Mignola. Ouais. Là, si vous voulez vraiment aller plus loin dans votre lecture, il y a d'autres choses. Là. Il y a des omnibus aussi de Abe Sapien, 1 et 2. Il y en a 2. Il y a aussi qui se passe en parallèle de BPRD Hell on Earth. Il y a des Abe Sapien, The Drowning and the Other Stories, qui est juste des histoires de Abe Sapien, si vous voulez, en parallèle. Vous avez BPRD 1946 à 1948. Vous avez aussi Hellboy and the Secret Histories, qui est un ramassis d'histoires de l'univers de Hellboy. Puis là, c'est ça. J'ai pas inclus les Witchfinder. J'ai pas inclus tout ce qui est Lobster Johnson. Et là, c'est là où ça devient vraiment compliqué parce que tu as aussi des histoires qui se passent dans le passé d'Hellboy alors qu'il est un petit démon. C'est vraiment, vraiment large. Mais une bonne base, si vous voulez commencer Hellboy, commencez avec les premiers trades, 1 à 4, ça se fait quand même assez rapidement. Ouais. Et les BPRD, Plague of Frogs, 1 à 4, BPRD Hell on Earth, 1 à 5, et BPRD The Devil You Know. Et ça, vous avez déjà probablement le core de ce qui est le Hellboy Universe, ou ce qu'on appelle le Mignolaverse, parce que c'est Mike Mignola, je ne l'ai pas mentionné, qui a créé Hellboy et qui l'édite, ou qui plutôt le publie chez Dark Horse Comics depuis maintenant des années. Ça vraiment... ça fait des décennies que ça existe, cette série-là. J'ai-tu oublié de quoi? Non, je trouve que c'est absolument parfait. C'est comme l'ultime réponse. Ben, j'ai essayé. J'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être aussi, une fois d'avoir lu les bandes dessinées, moi, je trouve les 2 films qu'ils ont fait, c'est des excellentes adaptations. De Guillermo del Toro. Oui, les 2 films sont fantastiques. Dommage qu'on n'a pas eu un 3e. Je pense que s'il aurait pu compléter sa trilogie, ça aurait été vraiment parfait. À tout de moins. J'ai jamais il a souvent dit que c'est une question de budget, mais ils ont quand même donné un feu vert à 2 autres films de Hellboy qui n'ont pas rapport après. Ah, mais si tu regardes le trailer de Hellboy and the Crooked Man, qui est le dernier qui vient de sortir, tu regardes le trailer, on parle pas du même budget. Là. Non. J'ai juste vu le trailer, j'ai pas vu le film encore, mais puis... Je l'ai vu, c'est pas
C'est pas particulièrement bon. Hein. J'ai comme le feeling que aussi, c'est comme on doit faire un film, sinon on perd la licence, parce que ça fonctionne comme ça, les contrats en cinéma. Hellraiser, il y a une couple d'années. Oui. Ça, celle de Hellraiser, c'est encore plus incroyable. C'est dégueulasse. Ça avait l'air d'un genre de truc filmé en mini-TV en 98. Là. C'était épouvantable. Ouais, puis je t'ai posé Doug Jones, mais c'est pas Doug Jones, ça, c'est lui qui joue Abe Sapien dans Hellboy. Voyons. Doug Bradley. Qui jouait le Pinhead. Nous avait raconté que c'est parce qu'il était pour perdre la licence. Oui. Ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient sur le point de perdre la licence. Ils s'en sont rendus compte à la dernière minute. Donc, en l'intérieur de 2 semaines, ils ont écrit un script. Ils l'ont envoyé à Doug Bradley. Doug Bradley a dit « C'est trop mauvais, je vais pas le faire ». Eux, ils n'avaient pas le choix de faire un film, sinon ils perdaient la licence. À l'intérieur de 2 autres semaines, ils rentraient en production du film. Puis là, ils l'ont tourné un temps record fallait que le tournage soit fini à telle date, sinon ils perdaient la licence. Ils ont fait ça super vite. C'est vrai que le film est horrible, là, mais je dois leur donner le dernier qui est sorti est super bon, par contre. Oh oui! J'ai vraiment aimé. C'est un genre de refonte, pas refonte. Là. Ça pourrait être dans le même univers, ça pourrait être un nouveau univers complètement, mais c'est vraiment un bon film. C'était très bon. C'était très, très bon. Mais celui dont tu parles est dégueulasse. Dégueulasse. Mais tu sais, pauvres les artistes qui ont travaillé là-dessus. Là, oui, mais c'est ça. La seule raison qu'ils étaient là, c'était parce que c'est une question de contrat. Là. Absolument, ben oui. Puis j'ai comme l'impression qu'avec Hellboy, on n'est pas 100% là, mais on est quand même à mi-chemin. Ça se demandait pourquoi ils continuent d'en faire s'ils font des films qui sont clairement le budget, comme tu dis, est de moindre qualité. C'est drôle parce que le dernier mettait en vedette quand même l'acteur de Stranger Things, là, non m'échappe, il joue le shérif, Colin. Ah oui, juste parce que je le cherche, je le trouverai pas. C'est comme ça. Là. Comme ça que ma mémoire fonctionne. vous savez de qui je parlais à la maison. David Harbour. Oui, tu l'as. Whatever. Qui vient se divorcer. Ah, bon, ben, Godspeed, motherfucker. Mais donc, c'est ça, qui est un bon acteur, mais qui, sa personnification de Hellboy comme tel était plutôt ordinaire. En fait, je dois dire une chose, même dans les films de Guillermo del Toro, et je sais que c'est une adaptation, donc c'est pas possible que c'est comme dans les BD, mais Hellboy dans les BD est beaucoup plus posé. Oui. C'est un brooder, c'est quelqu'un qui boit du noir, il boude dans son petit coin. C'est très détective noir comme ambiance. C'est lui qui a des conversations avec des fantômes dans des hôtels échoués sur la mer, des bateaux échoués sur la mer. Il y a pas, c'est très détective noir, c'est ça. Oui. C'est slow beat. C'est pas comme les Hellboy qu'on voit dans les films où il est wacky. Puis il y a vraiment un côté enfant. Oui. Qui a comme grandi, comme sans personne lui dise non. Oui, dans les films de Guillermo. Dans les films. Mais il n'est pas comme ça dans non, pas c'est vraiment un héros dans les bandes dessinées. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup l'interprétation des films de Guillermo del Toro. Fait que voici, Max, peut-être petit truc à spécifier. Autant Hellboy, la série des 4 trades que BPRD ont 2 styles complètement différents. C'est beaucoup plus contemplatif dans Hellboy, surtout vers la fin, surtout quand il est en enfer dans le dernier trade. Et les premières histoires de BPRD sont justement ça. C'est des histoires individuelles à chaque volume qui ont été mis à chaque single qui ont été mis dans l'omnibus. Donc, c'est un petit peu disparate, mais tranquillement, ils vont commencer à mettre des assises d'histoire où là, ça va se bâtir, ça va devenir vraiment le Plagues of Frogs comme on connaît aujourd'hui, puis qui est quand même un arche narratif super intéressant. Sinon, c'est ça. Je te dirais d'aller par là, puis de te laisser guider, peut-être trouver des listes sur Internet, ou d'aller à une place où ils peuvent vous conseiller. Mais moi, je pense que ta liste est vraiment bonne. Oui, si tu pars avec comme le sens, même si tu n'as pas les moments que tu as quand il est enfant, mais tu les redécouvres plus tard, puis ça te fait juste recomprendre d'autres choses plus loin. Non, tu n'as pas besoin surtout pas le lire en ordre chronologique. Moi, je trouve que ça t'apporte rarement quelque chose. Pour l'anecdote, moi, j'ai lu BPRD, puis j'ai lu la fin de Hellboy par la suite. Parce que BPRD vont y faire référence. Ils savent qu'il a quitté, puis il fait ses affaires de son côté. Puis, OK, j'ai considéré BPRD, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Même si Hellboy n'est pas là, c'est une excellente série. D'ailleurs, je vous fais une prédiction, il m'en est quelqu'un qui va se réveiller là, et il va avoir une télésérie de BPRD. J'ai l'impression, mais là, le futur est à la télésérie plus qu'au film. C'est possible parce qu'on a vu aujourd'hui, ils ont relissé le teaser. Hey, là, je fais un aparté, mais c'est une belle aparté. Je l'ai pas vu avant l'émission, c'est vrai. T'as pas vu le teaser de mais Alien? Je peux créer mon mic puis comme essayer de le regarder, là. Je vais essayer tantôt à la pause, au pire, là.
Mais il y a un teaser pour voyons, la télésérie d'Alien. On n'en connaît pas beaucoup. Non. Moi, j'ai les bandes dessinées Alien Earth War. Oui, c'est vrai. Que j'avais acheté dans le temps. Chez Dark Horse. Oui, chez Dark Horse, en croyant qu'ils valeraient très, très cher plus tard. Puis ils valent à peu près la même valeur que j'ai payé dans les années 80. Oui. Mais le teaser en donne pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit dans le teaser? Je ne l'ai pas vu. C'est comme si tu étais dans un facehugger, puis tu courais dans le vaisseau, puis comme ça l'arrête dans un hublot, puis là, tu vois la Terre. Ah, c'est un teaser, donc il n'y a pas d'aperçu véritable de la série, forcément. C'est pas un plan nécessairement qu'on va dans Je trouve le teaser un peu faible, mais ça change rien. C'est un teaser. C'est un teaser. Ouais. Puis je suis excité pour la série elle-même. Oui, tu sais, une série sur Alien qui se passe peut-être sur Terre, puis qui prennent le temps de bâtir. Puis qui sait, là, Disney possède toutes ces licences-là. Ils peuvent décider que Predator s'en vient un moment donné, puis on va peut-être avoir un Alien versus Predator comme... Qui aurait de l'allure. Qui aurait de l'allure, oui. Ben, tu sais que Alien, c'est déjà produit, plus ou moins, là, sur Terre. En fait, il y a déjà, pas seulement dans les bandes dessinées dont tu parles, mais dans la fameuse série Alien versus Predator versus Terminator. Oui. C'est de la merde. C'est la suite d'Alien 4. Ripley est là, le personnage de Winona Ryder, là. Celui-là est là. Oui, mais dans Alien, ça fait longtemps que je les ai pas lus, là, ça doit faire 20 ans que j'ai pas lu ces bandes dessinées-là. Mais dans Alien Earth War, Ripley est là aussi. Elle est là aussi? Oui, c'est comme elle est là pour toujours. Elle est là pour toujours. J'ai perdu le feed de vidéo. Bon, sur ton iPad? Oui. Bon, ben, tant pis. Oh, c'est pas grave. C'est correct. Non, c'est ça. On parle anyway de toute façon, fait que c'est ça. Fait que voilà, Maxime, merci énormément pour ta question. Si vous voulez nous poser une question également, un commentaire, suggestion, whatever, vous avez découvert quelque chose que vous trouvez intéressant de partager, l'adresse est dans le descriptif de l'épisode. C'est speakpipe.com/mystérieux-e. Donc, pour nous laisser un message vocal, je vous rassure, vous pouvez écouter le message vocal avant de nous le faire parvenir. Donc, une fonction sur la plateforme SpeakPipe. Donc, il n'y a pas de problème pour juste... parce que je pense que ça intimide beaucoup les gens des fois de s'entendre, mais vous allez voir, c'est pire dans votre tête que celui-là. C'est comme ça sort très bien. Là. Mais je comprends ce sentiment-là. C'est comme quand tu enregistres ta boîte vocale, puis là tu te réécoutes, c'est comme oh non, je peux pas dire ça. Puis là tu recommences. Oui. Ça, sur Hinge, quand tu envoies un message vocal, puis tu te reprends 3-4 fois. C'est quoi Hinge? C'est une application de je suis un homme marié. Oui, je sais. c'est comme le nouveau... Oui, c'est comme Tinder, mais sans que ça soit un feu de poubelle pour l'instant. Ah, OK, pour l'instant? Oui, pour l'instant, parce que c'est plus classe, puis il faut que tu remplisses plusieurs informations à ton égard. Donc, ça fait deux choses. Les compagnies volent cette information-là pour les revendre. Mais aussi, c'est que ça permet de filtrer. Parce que Tinder, tu fais juste mettre des photos. Tout le monde peut faire ça. C'est super facile. Donc, comme n'importe qui peut se créer un compte, c'est assez facile. Donc, sur Hinge, y a-tu bien des bots là-dessus? Ça doit avoir bien des bots. C'est comme n'importe quelle place. Il faut tout le temps se méfier. Là. Mais j'ai rencontré beaucoup moins de bots ou de faux comptes sur Hinge que sur... Si votre date demande sur Internet votre numéro de carte de crédit, attendez de l'avoir rencontré en personne avant. Ou jamais donner sa carte de crédit en ligne. Il y a plein d'astuces aussi quand quelqu'un vous amène vers une application comme WhatsApp. OK. En fait, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'avait demandé ça, puis j'avais dit pourquoi. Parce que j'étais sûr, rendu là, que c'était un bot ou quelqu'un qui s'est scammé. C'est la personne que j'ai rencontrée il y a une couple de mois de ça. Finalement, non, c'est une vraie personne. Je l'ai même rencontrée. Mais sur le coup, il faut faire attention à ces applications-là. C'est pas à toute épreuve. Là. S'il y a quelqu'un qui a un faux compte, si quelqu'un veut créer un faux compte, il va réussir. Je vais juste dire, là, je sais que c'est pas pour tout le monde là, ce que je vis, mais maudit que je suis content d'être marié quand j'entends toutes vos histoires de Hinge. Écoute, je me sais pas qui dans la conversation qu'on a commune sur Discord, quelqu'un avait partagé la recrudescence de la syphilis. oui. C'est comme, oh mon Dieu, c'est comme... Ah, ça me fait comme... C'est juste le goût de rester chez nous tout seul. Ça me tente pas. Ça file médiéval, par exemple, la syphilis, non? Mais tu vu ce qui se passe en ce moment, genre tout file quelque chose de discongru qui n'a pas rapport avec notre époque, qui devrait être éclairé, puis l'époque des Lumières, on devrait être là-dedans, mais non. Mais non, les gens, ils se vaccinent plus, puis c'est débile. Retour de maladie, plein de shit. Oh my God. On croit aux sociétés secrètes, puis aux démonies. Tu sais, ça fait pas... stuff, man. On n'a pas évolué. Hein. Bientôt, là, ça va être fashion d'avoir un Iron Lung, là. les poumons d'acier, je sais pas comment on dit en français. Ah oui, c'est ce que ça va être. Parce que l'esprit humain est fait ainsi, surtout chez les gens qui ne veulent pas entendre raison, là, qui sont anti-tout. Ça va être une marque de fierté. Oui. Regarde, moi, c'est le Iron Lung de la liberté. ou ça va être comme été 2027.
quelles sont les tendances? Puis là, tu vas voir du monde qui vont se faire rouler avec les nouveaux fashion Aaron Long, là, avec les belles nouvelles pour couleurs polio, pour la saison, pour la polio. Ouais. Clairement. Ah, ben écoute, il n'y a plus rien qui me surprend. T'as-tu vu le film qui est sorti, Don't Look Up? Où il y a une... Je l'ai pas vu. Marie l'a vu, ma conjointe, mais moi, je l'ai même pas encore écouté. C'est gros, mais il y a une partie de toi tout le long qui dit non, je pense que si un astéroïde serait pour frapper la Terre, les gens réagiraient exactement comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a bien du monde qui dirait « Ouais, mais l'économie. » Ouais, c'est ça. Puis... On le voit d'ailleurs. Ouais. Fait que merci Max. On va continuer avec toi, Johan. Est-ce que tu veux commencer avec la Switch, justement? Mais oui, pourquoi pas? La Switch 2? Tu sais, c'est un reveal à la classique Nintendo. Je trouve ça absolument hallucinant qu'ils l'ont shadow drop, comme on dit, c'est une expression anglaise maintenant, où c'est que tu fais pas d'annoncement de ton annoncement, c'est juste comme boum, tu fais juste le mettre de même. Ils l'ont déposé sur leur YouTube, c'est comme bon, voilà la Switch 2, puis ils sont allés faire d'autres choses. Il y avait déjà plusieurs choses qu'on savait parce que, si vous vous souvenez, ceux les leakers, ceux qui font des articles c'est ça. Des rumeurs, tout ça dans le jeu vidéo. Il y a déjà plusieurs choses qui étaient sorties en tant que rumeurs, mais tant que tu n'as pas tant que tu ne sais pas à 100%. Tu ne sais pas. Tu sais pas. Ça peut être de la bullshit. Il peut inventer n'importe quoi là, pour avoir des clics. Oui, exact. En fait, ça n'arrive pas ça sur Internet, inventer n'importe quoi pour avoir des clics. Non, pas du tout. Mais bref, on savait déjà quand même pas mal de choses, mais Nintendo l'a fait en classique Nintendo. Voilà, c'est sur mon YouTube. Regarde, apparemment, Nintendo n'est pas content des leaks, par exemple. C'est surprenant, d'ailleurs, pour Nintendo. Je veux dire, je ne veux pas faire mon stéréotype, là, mais il y a l'espèce de fidélité à l'entreprise qui est très japonais dans la culture, là. Mais, tu sais, leur bureau est à Seattle. Je sais pas si... Ça va être des Américains... Tout à coup, de blâmer les Américains pour le leak de Nintendo, c'est un peu cheap de notre part, là. Disons que... On pourrait les comprendre qui veulent se rebeller en ce moment contre le statu quo. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur la Switch 2? On n'en sait pas une tonne. C'est pas le vrai annoncement. Ils ont juste montré et annoncé la console. Le design. Tu sais, on le sait avec la Switch 2 s'en venait. C'est comme le secret le plus mal gardé de l'histoire du jeu vidéo. Là. La Switch 1 est une des consoles les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Qui est en train de battre tous les records de vente. C'est sûr qu'éventuellement, on aura une Switch 2. Je suis sûr que Nintendo est super nerveuse ou nerveux. Nerveux, je pense nerveux. Ouais. Une compagnie? Une compagnie, mais c'est Nintendo, c'est masculin ou féminin, Nintendo? Oui. Un Nintendo ou une Nintendo? Sûrement un Nintendo. Ça dépend, je pense, de quelle région tu es au Québec. Fucked up. Oui. Donc, allez sur le Discord, votez pour une ou un Nintendo. Ah non, commence pas ça, là. Là, ça va sortir. Non. Mais ça doit être stressant parce que là, tu as eu un méga hit. Puis là, tu prends pas trop de risques en sortant une Switch 2, qui est comme très similaire à la Switch 1. Mais est-ce que le monde va te suivre de la Switch 1 à la Switch 2? Ça doit être stressant. Est-ce qu'il y a des specs qui sont sortis au niveau des... Un peu. On sait que c'est... Tu sais, on n'a pas le board exactement comme photographier tout ça. Là. Il y a encore beaucoup de rumeurs. Mais c'est un chipset de NVIDIA. C'est la seule... Nintendo, c'est les seuls qui utilisent NVIDIA pour leur puce graphique. Nintendo puis Sony... Microsoft puis Sony utilisent AMD. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir du DLSS, qui est un genre de upscaler d'intelligence artificielle, c'est-à-dire ton graphique est en 720p, mais il rajoute des pixels, ça c'est la version très brouillon, pour que ton image apparaisse en réalité en 1080p, en True HD. Ça fait à travers l'intelligence artificielle, ça se fait depuis un certain temps sur PC, puis ça marche très, très, très bien. C'est comme une technologie qui a été développée par NVIDIA, qui est absolument hallucinante. C'est la console est à peu près de la puissance genre d'une PlayStation 4 Pro, mais en version portative, c'est quand même puissant. Je pense pas qu'elle est réellement de cette puissance-là à 100%. Je pense que le DLSS fait un peu, tu sais, il lève un... upscaling, littéralement. C'est ça. Ça l'aide à ce que les graphiques sont là. De toute façon, est-ce qu'on joue aux jeux de Nintendo pour avoir les derniers graphiques de l'année? Pas vraiment. J'ai l'impression que j'ai déjà vu, parce qu'il y a 10 ans, quand j'étais à Monsieur Net, là, il en parlait. À chaque fois qu'il y avait une console de Nintendo, c'était tout le temps les mêmes buzzwords qui sortaient. Puis je parle pas nécessairement de nous autres, mais je parle de l'industrie. C'est oui, elle n'est pas aussi performante, mais oui, ça a tout le temps été le cas. C'est une autre expérience de gaming. Puis ils n'ont pas besoin. T'as pas besoin d'avoir des ports de pouces dans la face de Mario puis Toad. On s'en sac. C'est pas ça, c'est un cartoon. Ils ont leur IP, ils ont
ils ont leur personnage, ils ont leur type de jeu qu'on fait, puis on veut jouer à ces jeux-là. Exact. Ça marche. On vous aime, Nintendo. Do your thing. Do your thing, s'il vous plaît, oui. Il n'y a pas de stress. Sorti HD 4K ou... Oui, sorti HD 4K, je serais pas convaincu que la plupart des jeux vont jouer en 4K, même avec le DLSS, mais on ne sait pas. Okay. On ne sait pas. C'est possible, mais je pense qu'on va peut-être jouer dans le 2K, dans certains jeux, puis peut-être encore dans le 1080p, ce qui est correct. Moi, personnellement, autre que la définition, je préfère que les jeux soient à 60 images secondes qu'avoir les meilleurs graphiques. Si je pourrais rejouer à Zelda Breath of the Wild, mais en 60 images secondes, je suis preneur, je suis acheteur, je le veux. Parlant de ça, la console, si on le sait, elle va être, entre guillemets, 100% rétro-compatible. Donc, tous les jeux que vous avez sur la Switch 1 peuvent être joués sur la Switch 2. Et en digital et en physique. Ça veut dire que si vous avez acheté des petites cartouches, vous pouvez continuer à jouer. La console va les... Bon, il y a un astérix, ça sera pas 100% des jeux, là, mais... Comme que la fois que j'ai acheté les jeux Transformers, puis je pensais qu'ils étaient compatibles sur la Xbox 360. Il y a toujours... Parce que c'est les seuls qui n'étaient pas compatibles sur la 360. Microsoft a fait une super belle job de leur rétro-compatibilité. Sauf ces deux jeux-là. C'est ça, il y a toujours le problème de les licences. Ouais. Puis, des fois, c'est la technologie qui fonctionne pas. Là, c'était une question de licence. C'était lié à Activision. Mais là, Microsoft a acheté Activision. Fait que... J'attends ces jeux-là, d'ailleurs. C'est possible que la rétro-compatibilité Game Pass, arrive. come on. Let's go, gratuit sur Game Pass, demain. Mais ça, c'est le fun. Mais... c'est encore du digital. C'est du digital ou c'est du physique pour les jeux? Digital et physique. Les deux. Il va y avoir les deux. Je pense que éventuellement, il n'y en aura plus de physique. Puis, pour la rétro-compatibilité, là, je l'ai trop dit. Pour la rétro, ça serait, je pense, c'est mieux qu'on se déplace vers le digital plus que le physique parce qu'à un moment donné, c'est comme le VHS ou le DVD ou le ça se perd. Ça se perd. C'est que tu n'as plus la machine pour faire lire tout ça va s'oxyder et disparaître. Exactement. DVD, comme vos DVD. Et le soleil va exploser. Nous mourrons tous. Oui. D'ailleurs, à parté, Yoann et moi, on a parlé au spécial de Noël, mais on a participé au Sapin les Boules de notre ami Jarrettman. Ouais. Je ne vais pas revenir sur l'événement. Là, c'était un super truc. Mais dans la production, Yoann joue mon grand-père. Moi, je joue Rusty. Moi, je suis le petit gars. Puis toi, t'es mon grand-papa. Puis il y a une scène au début, je pense que c'est une des premières scènes où on apparaît, où tu me donnes un cadeau, on marche ensemble, puis on va le porter vers le sapin. Il y a un sapin sur scène. Puis là, on revient, puis là, tu me fais tout le temps la même joke. Je te demande si tu joues encore au football. OK? Mais ça, c'est juste pour nous autres. Il n'y a personne qui entend ce qu'on dit, c'est juste pour nous autres. Le plaisir, c'est on essaie de se faire décrocher l'un l'autre. C'est ça. Puis moi, j'ai souvent dit à Yoann, tout ça sert à rien parce qu'on va tous mourir. Quand le soleil va exploser. Fait que la prochaine fois, vous allez voir la représentation du Sapin les Boules avec un public participatif et des acteurs sur scène, probablement Yoann et moi. Sachez qu'on se dit des conneries qu'on vous entendez pas. C'est ça, le but, c'est d'essayer de se faire décrocher l'un l'autre, qu'on se trouve très, très drôle. Mais autant que je trouve ça un peu vertigineux de dire des niaiseries comme ça, autant que des fois, ça me met en perspective puis ça me fait du bien. Oui. Tu sais, quand t'as une affaire que finalement, ça sert à rien. Oh oui. Ça sert à rien. Stresse pas, ça sert à rien. Non, éventuellement, la Terre, ça va être juste une boule sec. Absolument. Puis personne ne sera là pour écouter nos histoires. Non. Ça va être fini. Personne ne va savoir que la race humaine a existé. Exactement. Fait que, sauf tous les extraterrestres, apparemment, qui viennent au New Jersey. Ah oui, New Jersey, parce que si un extraterrestre vient sur Terre, où il veut aller, c'est au New Jersey. Oui. Ben, ça doit être des fans des Devils du New Jersey. Je sais pas, man. Qui veut être... Je pense que même les gens qui habitent au New Jersey ne sont pas fans du New Jersey ou reconnaissent l'ironie qui est de vivre au New Jersey. Oui, ça se peut. Oh. Donc, toi, t'es preneur. Qu'est-ce que tu penses? Oh, c'est sûr, je l'achète. Juste pour tes kids en partant, je pense. En partant, puis c'est Nintendo, puis on sait qu'on va avoir des jeux de qualité, puis c'est sûr, je l'achète. De toute façon, j'essaie pratiquement tout le temps d'acheter... Maintenant, ça vaut plus la peine d'acheter toutes les consoles, mais... Non. Mais surtout si tu as un PC de gaming. Là. D'ailleurs, sais-tu la date de sortie? Ont-tu donné... Il n'y a pas de date officielle. Mon analyse de la chose, c'est qu'ils vont commencer à faire des hands-on, comme des événements hand-on, où c'est que tu vas pouvoir aller essayer la console sur place. Je suis sûr que Montréal va en avoir une. C'est le fun. Oui, mais
Montréal est très reconnu chez Nintendo pour être une des endroits où c'est qu'on est fan de Nintendo. C'est sûr qu'ils vont en faire une. Ça va être, si je regarde de mes notes, le 1er juin. Qu'est-ce qu'il va y avoir le 1er juin? Ils vont commencer à faire des événements pour essayer la console. Donc, d'après moi, elle ne sera pas en magasin avant le 1er juin, pour sûr. Puis peut-être juillet. Ou, ça serait drôle de sortir une console en juillet ou par exemple. J'ai l'impression. C'est quand qu'ils sortent les consoles? C'est avant Noël ou après? Oui, octobre. Pas mal avant Noël parce que tu veux pas faire le rush de Noël non plus, mais tu veux que le monde commence à acheter en prévision de Noël. Donc, je dirais octobre. De toute façon, maintenant, le lendemain de l'Halloween... oui, c'est rendu Noël. C'est rendu Noël. C'est que... C'est aussi ça, Noël, Yoann. Ben oui, c'est aussi ça, Noël. T'as-tu un truc à rajouter? Oui, le 2 avril, Nintendo va faire une vraie annonce de la console. Un live, là. Oui, avec présenter des jeux, tout ça. J'en parlais un peu tantôt, là, mais le nouveau jeu Doom... Dark Ages est devrait être un des jeux de lancement de la Switch 2. Nice. La raison pourquoi que Microsoft n'a pas pu l'annoncer, parce que c'est le créateur, le propriétaire maintenant de Doom, c'est Microsoft. Nintendo veut pas qu'aucun third party ou aucune autre compagnie annonce aucun jeu tant qu'eux, ils le font pas. Puis c'est correct, ils sont très contrôlés. Ils contrôlent leur affaire. Ils ont tout le temps été comme ça. Puis, qu'est-ce qu'on a vu pendant, par exemple, côté jeu, quand on a vu dans la petite présentation, ils ont présenté un jeu, puis certaines personnes pensaient que c'est ils nous remontent juste Mario Kart parce qu'il y avait besoin d'un jeu. Ouais. Non, tout semble montrer que c'est Mario Kart 9, le nouveau. Parce que le 8 qu'on a eu sur la Switch est en fait un redux de la version Wii U. C'est ça, exactement. Ouais. Mais là, ça serait le vrai nouveau. Nice. Oui, avec 24 joueurs. Wow. Oui, on ne sait pas pour sûr. Ça, c'est de l'analyse. Tu pèses pause sur le vidéo puis tu essaies d'analyser tout ce que tu vois. Ça serait 24 joueurs au lieu de 12. C'est pas. Mais pour jouer en ligne, 24 joueurs dans une course de Mario Kart, ça a l'air le fun. Ouais. Et puis Donkey Kong a un nouveau look qui ressemble plus à son ancien look. Là. La version Donkey Kong Country? Oui. Il y a un Deluxe qui s'en vient là, en HD justement sur la Switch. Là. Ouh. On l'a refait. J'ai juste vu un extrait sur Internet. Je demande si les crocos vont être là parce que les crocos sont des créations de Rare qui appartiennent à Microsoft. Donc je sais pas. Oui, mais Microsoft sont pas mal chill avec ça. Ben, dans le temps, c'est une des raisons. En fait, maintenant, c'est pour ça qu'on n'a pas les crocos dans les jeux de Donkey Kong. C'est à cause de que ça appartient à Rare. Ouais. Donc je me demande si dans la version Puis HD. Rare est rendu chez Microsoft. Donc je me demande si dans la version HD, on va changer les ennemis ou on va pouvoir être en mesure de refaire les crocos. Je serais très surpris de ça. À date. Je peux pas parler de tout chez Microsoft, là, mais le côté jeux vidéo, on a l'air pas mal comme hey, si ça vous aide, ça nous fait plaisir, puis prenez les crocodiles. C'est comme un ennemi parfait, je trouve, pour cette franchise-là. Puis je trouve ça plate qu'ils soient un peu disparus. Ben, qu'ils sont disparus avec le rachat de Rare. Ouais, ben moi, je suis sûr qu'ils vont revenir. Si Nintendo les veut, je suis sûr qu'ils peuvent s'entendre avec Microsoft. De toute façon, le bureau de Microsoft, le siège social de Microsoft est à Seattle, de l'autre bord de la rue de Nintendo. Ça fait qu'apparemment, les employés mangent ensemble, tout ça, ils sont comme très, très proches. Bon, ben écoute, on va souhaiter. Sûrement que peut-être que l'information est déjà en ligne, mais je n'ai pas jeté un coup d'œil. Juste vite. Oui, vas-y. Les manettes se snappent sur le côté maintenant au lieu de glisser. Oui, il y en a qui disent que c'est un point de rupture, par contre. Un genre de défaut d'ingénierie. Mais je te dirais, ceux qui ont dit ça, il y a beaucoup de monde qui chialait aussi que le slide cassait. Puis moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Là. J'ai jamais cassé ma Switch. Là. Moi non plus. Faites attention à vos affaires à un moment donné. Là. Ouais. Non, c'est le problème, c'est vous autres. Là. Comme Steve Jobs, le problème, c'est peut-être vous. Les joysticks, de la façon qu'ils ont montré, je pense que ça va être des joysticks avec Hall Effect. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un nouveau type de joystick. Nintendo a eu beaucoup de difficultés avec le drift. Ouais, dans la version Switch 1. Ouais, que tu sais, tout à coup, ta manette allait tout le temps à gauche ou à droite, là, sans que tu le contrôles. Mais Hall Effect n'a pas ce problème-là. Okay. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils vont aller avec le Hall Effect. Je pense que toutes les nouvelles consoles vont aller pour un Hall Effect. Dans le futur, il y a un petit bouton sur le côté de la manette qu'on ne sait pas encore c'est quoi. Un petit bouton comme un rectangle. Il y a plein de théories à qu'est-ce que ça pourrait être, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Et le joystick, maintenant, la manette de Switch, peut être utilisée telle une souris.
Ah, Mais ça avait été... Il y avait un leaker qui en avait parlé. Le monde a dit, ben non, c'est n'importe quoi. Mais en fin de compte, c'était vrai. Ça peut être utilisé. Et j'ai hâte de voir les innovations parce qu'on va donner ça à Nintendo. Il essaie des choses. Ils essayent des choses. Ils prennent des risques, Nintendo. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le petite manette slash Le souris. retour de Mario Paint, peut-être? Moi, j'aimerais ça. Moi, j'ai bien aimé ça, Mario Paint. J'ai joué en crise. Il y a quelqu'un qui a refait, qui a rendu disponible sur PC l'éditeur de musique avec les avatars et les pièces, les notes de Mario Paint. Fait que tu peux composer du Mario Paint sans avoir la fameuse souris puis la cassette de la cartouche de Super Nintendo. C'est une bonne idée. Il y avait du monde qui faisait des affaires quand même assez hallucinantes il y a en des Mario trucs Paint. assez incroyables. Moi, je vais y aller avec des petites nouvelles qui sont en fait... c'est drôle parce qu'on... Spawn, Johan. Oui, Spawn. Spawn, toi, des années 90? Pas beaucoup. Non? Non, moi, j'étais Gen 13. Oui, moi aussi, j'étais Gen 13. On était jeunes, hein? Ouais. Fait que, donc, oui. Mais j'ai acheté du Spawn. J'ai acheté du Spawn à l'époque. Série qui fonctionne, ou plutôt univers qui fonctionne encore très bien. Il y a non seulement le titre principal de Spawn, mais il y a plein de séries dérivées en ce moment. J'en ai parlé déjà, le Gunslinger Spawn, on a King Spawn, on a Sam and Twitch aussi, les deux policiers, là, l'univers de Spawn qui ont leur propre série, ou mini-série plutôt. Et là, il y a 2 nouvelles mini-séries qui vont être publiées par Image Comics qui se déroulent dans l'univers de Spawn en avril prochain. On a la première, c'est Black Ritual, The Book of Nyx. C'est un 7 numéros mini-série écrit par l'éditeur en chef de Spawn, Thomas Ely, et dessiné par Nat Jones, qui a dessiné Spawn par le passé. C'est un des chouchous de Spawn. Et on retrace le passé, le présent et le futur du personnage de Nyx, qui est la première She-Spawn et maintenant Reine des Enfers. Donc, elle a disparu pendant un certain temps dans les comic books. On va essayer de compléter les trous, où elle était, c'était quoi son passé, qu'est-ce qui arrive avec elle maintenant. Donc, pour les fans de Spawn qui sont fans de She-Spawn et de Nyx, il va y avoir une série dédiée à son histoire. Et la deuxième mini-série, celle-là m'intéresse un peu plus. C'est un 4 numéros mini-série de Medieval Spawn. Encore Sir John of York, qui a eu sa série dans les années 90, et le personnage a fait finalement le saut aussi dans le futur, dans le monde de Spawn. Et là, on est encore une fois centré sur ses origines. Et donc, c'est écrit par un certain Rory McCoville et dessiné par Marco Itri. Donc, les 2 séries sortent en avril et Medieval Spawn sort le 23, tandis que The Black Ritual sort le 2 avril. Donc, fan, j'ai hâte de voir ça. Le dessin est fantastique, les couvertures sont super belles. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Medieval Spawn. C'est Gab du Discord qui va être très content parce que dans les derniers mois, il s'était retapé tous les numéros. Je sais pas s'il est arrivé au bout de tous les numéros de Spawn, mais je sais qu'il en a lu en maudit. Ouais. Je sais que dans les compendiums qui se vendent dans les librairies, là, les gros omnibus, là, c'était un équivalent. Là, compendium omnibus, là, c'est des grosses éditions. Ils sont rendus à quelque chose comme 325 numéros, 330, je sais plus exactement. Là. Puis ils n'étaient pas rendus jusqu'au bout, mais il y en avait lu en maudit. Ouais. Donc, j'imagine que s'il est fan de l'univers de Spawn, il pourra mettre la main sur ces 2 séries-là. Moi, j'avais lu Medieval Spawn jadis quand c'était sorti. J'ai encore les singles ici. Quand tu étais gothique. Non, j'ai jamais été gothique. Mais quand tu portais du eyeliner. Oui, mais je me tenais avec des gothiques et des métalleux quand j'étais jeune. Mes jeunes vingtaines, là, genre début 19-20 ans, je me tenais avec des métalleux qui fumaient du pot. Moi, j'écoutais pas de métal puis je fumais pas de pot. Mais je me tenais avec ce monde-là, je les trouvais rafraîchissants, en fait. Je les trouvais comme cool. Je trouvais qu'ils n'étaient pas des fucking jocks. Il y avait une vision peut-être un peu défaitiste du monde, mais que je trouvais particulièrement rafraîchissante. Donc, voilà, c'est ça, 2 séries de Spawn qui s'en viennent. C'est drôle parce que, sans être un gros fan invétéré de Spawn, je suis comme content pour Todd McFarlane, le créateur. Ouais. Il a fait un pari, genre plus de 30 ans maintenant de ça. C'est quoi, 30 ans minimum? Peut-être de même quitter, plus. de partir son affaire. Faire son personnage, puis ça existe encore aujourd'hui. C'est fou, là, c'est débile. Je pense que ça doit être le BDS, on parle juste argent, là, ça doit être le BDS le plus riche de l'histoire de la BD. Là. Je pense... Autre que ceux qui ont possédé Marvel. Là. En tant qu'auteur individuel, je sais pas si c'est le cas, mais c'est clairement quelqu'un qui a, en tant qu'auteur indépendant, qui a une des plus grandes marques. C'est une marque que même quand il va mourir, on va se souvenir encore de lui, créateur de Spawn, qui a fait ses affaires, qui l'a jamais lancé le morceau. Il y a eu des problèmes. Todd McFarlane vient d'un passé excessivement humble, pour pas dire pauvre. Il a eu beaucoup de difficultés. Il s'est lui-même enseigné le dessin.
il a fini par percer avec du travail. Un classique rag to riches. Là. Exactement, là, tu sais, l'espèce de genre, tu sais ça, un maverick, quelqu'un qui a fait ses classes puis qui a fait sa place. Et encore à ce jour, il continue à faire des nouvelles affaires. Il a sa compagnie de jouets. Moi, j'en ai beaucoup. Moi aussi, j'ai toute la figurine. J'ai j'ai au complet les 4 premières séries de monstres qu'il a faites. Oh, wow. J'ai comme l'original Friday the 13th. J'ai la version de Texas Chainsaw Massacre qu'ils ont retiré de Walmart parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une tête coupée là, qui venait avec. Souviens, notre ami Phil Tremblay qui a beaucoup édité nos affaires, notre graphiste par le passé, il y avait cette figurine-là, je pense qu'il l'a encore. Ah, moi, je l'ai encore. Elle est dans la boquette, c'est ça? Oui, c'est ça, la tête est dans un bucket. T'as un bras coupé, une tête coupée, tout ça. Ouais. Peut-être qu'elle vaudrait cher aujourd'hui si je l'aurais gardée dans son... mais je l'ai ouvert. Non, mais ils sont belles, ces figurines. Oui, puis il faut que tu les displays, il faut que tu les regardes à un moment donné. Il était, contrairement à bien d'autres figurines, et encore à ce jour, bon, ça a augmenté en termes de prix, là, mais ça reste relativement abordable. Là, je vous parle pas des séries qui sortent exclusivement sur Kickstarter qui coûtent 300-400$. Je vous parle de ceux à genre 20 cucs, 40 cucs piastres. Moi, j'en ai une couple dans ma bibliothèque en arrière de moi. J'ai un Spawn qui est vraiment fantastique, que j'aime beaucoup, qui est repris d'une couverture, là, je me souviens pas laquelle. Ah oui, j'ai un Spawn aussi. J'ai un Twisted Oz, parce qu'il est sorti une mini-série de Twisted Oz. Oui, je me souviens. Il y avait tous les personnages de Oz, dont Dorothée, beaucoup de plus BDSM que la Dorothée des films. Oui. Et moi, j'ai le lion. Qui est blessé au combat, qui est une super de belle figurine, des très beaux moules. Bravo Todd, man. Puis je trouve que ça a comme lancé les figurines abordables. Parce qu'avant que Todd McFarlane fait ça, c'était surtout comme ceux en cheapette, le style Hasbro style. C'est ça, c'était soit cheapette ou tu avais ceux en vinyle qui coûtait comme 680$ pour comme une seule figurine. Puis il est arrivé comme dans un genre de entre-deux de des super de belles figurines, mais il coûtait comme un 20-30$. Oui. Puis écoute, c'est une histoire improbable. Il faut un film sur la vie éventuellement de Todd McFarlane. Mais il mériterait. Ben oui, amplement. Puis là, il va y avoir un nouveau film là, de... Non? C'est en préparation depuis plusieurs années. On parle que Jamie Foxx, mais c'est comme dans un genre de development hell. Ouais, c'est comme Akira, là. Oui. Éventuellement, ça va arriver, mais c'est ça. Ouais, ben c'est comme... C'est clair que c'est un film qui va attirer de l'attention, mais c'est clair que les gens vont l'attendre avec un... Là, je parle d'Akira, mais... c'est beaucoup d'appréhension. Le monde, ils vont le détester avant même que le film y sort. Oui, ils sont déjà fâchés. D'ailleurs, faire un film de Spawn, toi puis Anouk, j'aimerais ça, faire un film de Spawn. Très, très bon. Ouais. Série d'animation qui est encore disponible. Excellente. Super bonne. Qui réadapte pas mal les premiers numéros d'une façon plus concise, parce que les premiers numéros, c'est un petit peu confus, le Spawn, là, ça va un petit peu dans toutes les directions. Puis il y a Nick Ottawa qui parle dans le chat live, qui dit « Ouais, il manque juste un bon film. » C'est vrai, il manque juste un bon film. En attendant, il y a un très bon dessin animé. Chez HBO. Chez HBO, avec Todd McFarlane qui fait les intros. Oui. Il est un peu à la manière d'un Crypt Keeper. Ou de... Oui, Alfred Hitchcock. J'aime que t'as juste dit ça. Oui, mais c'est la première chose qui m'a popé dans la tête. C'est comme... Bien de bonsoir. Donc, c'est ça, Johan. Qu'est-ce que tu avais d'autre dans tes nouvelles? Xbox, cette semaine, a eu un Developer Direct. Donc, il présente des titres, c'est ça? Live. Puis, tu sais, c'est tous les Developer Direct, c'est tous des jeux la plupart, c'est des jeux qu'on sait qu'ils vont s'en venir, puis il y a tout le temps au moins une surprise. La surprise, cette fois-ci, c'était Ninja Gaiden 4. Bon. Et moi, je suis pas excité, ça m'énerve pas vraiment. Non? Non. Ah, je suis désolé. Mais t'as-tu joué aux versions en 3D? Je peux pas jouer à ces jeux-là. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Ça me stresse. Mais il y a une version comme... Dans le temps, ils appelaient ça Dirty Dogs. Maintenant, c'est comme genre Heroes. Là. Oh oui, puis c'est comme t'es pas bon. C'est pour ça que tu prends ce mode-là. Okay. Maintenant, le mode s'appelle Heroes. Tu te sens moins gêné de prendre la version... Tu parles à un gars qui, même batté, jouait à Lego Star Wars, le Skywalker Saga, puis je suis pogné un air parce que des fois, je trouvais pas le petit bloc qu'il fallait. Juste quitter, moi. C'était maudit. Je peux pas jouer à ces jeux-là. Mais c'est vrai, ils sont tough. C'est pas pour tout le monde. Non, mais non seulement ils ont annoncé Ninja Gaiden 4, mais ils ont Shadow Drop. Moi, j'aime ça, ce terme-là, Shadow Drop. Oui. Surtout avec Ninja Gaiden. Oui. Ils ont Shadow Drop le 2 en remaster qu'ils ont refait en Unreal Engine 5. Wow. La même journée. Boom! Game Pass Day 1. 3D ou version? 3D. Wow! Et j'ai rejoué.
Puis là, je dis, les gars, je jouais à ça dans le Xbox original. Je vais vous montrer ça. J'avais clairement oublié à quel point c'était violent. Quand tu dis les gars, tu parles à mes jumeaux. OK, oui. Puis là, ils sont assis. Puis tu sais, les Ninja Gaiden, la série qu'ils ont faite en 3D, ils sont vraiment persistants puis ils veulent te tuer. Oui. Ça fait que, tu sais, tu lui coupes une jambe, tu lui coupes le bras, mais il continue sur une jambe puis avec son autre bras, avec son épée pour essayer de te tuer. Ils croient, eux autres. Ils ont bu le Kool-Aid de la compagnie. Puis là, t'es décapité tout. Tu sais, j'ai fait une gaffe. Là, j'ai très vite réalisé, c'est comme, bon, ben, on l'a vu un peu, là, puis c'est ça. Hein, vous pouvez pas regarder le reste. Quel âge ces gars? Ils ont 5 ou 6 ans? 7 ans. Okay, c'est un peu encore jeune. C'est un peu encore jeune. T'sais, dans 2 ans, je vais me sentir. Écoute, on a tous safe. écouté Commando à 7 ans, nous autres, qu'on était jeunes. C'est ça. J'ai écouté Histoire de fantôme chinois avec mes garçons cette semaine. Ceux qui sautent, là? Oui. Mais t'as-tu déjà vu Histoire de fantôme chinois? Non, ça me dit rien. C'est un super de bon film de cap et d'épée chinoise avec tout plein de légendes chinoises. C'est vraiment beau, c'est vraiment bon si vous ne l'avez pas vu. Moi, quand j'étais enfant, je l'écoutais tout le temps parce qu'il jouait à Télé-Québec en français. Puis là, grâce à Simon, j'ai eu de l'aide de Simon parce que j'essaie de le retrouver puis il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de Blu-ray en français. Tu sais. Je voulais le faire écouter à mes garçons. Simon m'a aidé à retracer une copie en français. Là, c'est que j'en dois une. Oui. Mais, c'est le gatekeeper, lui, de tout ce qui est archivé, qui peut être archivé. C'est sûr que Simon l'avait. Mais c'est un film fantastique. Faut que tu le vois. Okay. Je te le conseille. Est-ce qu'il est sur sa plateforme dont... Oui. OK, j'irai voir. Oui, parfait. Oui, c'est moi qui ai demandé. Ah bon, il est là, parfait. Bref, donc... Ninja Gaiden 4 revient. C'est ultra violent, c'est super Twitch Gaming. Je commence à être un peu vieux pour le talent. C'est ça que j'ai rejoué un peu après, aux 2, quand les garçons étaient couchés. Puis oui, c'est tough. Ça te demande une dextérité que, à mon âge, j'ai plus autant. Mais c'est ça, je m'en sortais. Là, j'en décapitais du ninja. Oh oui, on n'apprend pas un vieux singe à faire quelque chose. Là. Non, c'est ça. à pitonner ses pitons. La mémoire, ça, c'est clair. Bref, le jeu va sortir en automne 2025. Personne attendait à ce qu'il sort. C'est complètement une nouvelle. Ça, je ne l'avais jamais vu dans aucune rumeur, à part la journée même qui était pour l'annoncer. Mais c'était pas sorti nulle part. C'est une belle surprise. C'est une série que tout le monde aime. Donc, Day One on Game Pass. Bon. Puis ça fait que... Il me semble que je te vois moins prophétiser les bienfaits de Game Pass sur le Discord des Mystérieux. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je pense que tout le monde qui est sur le Discord est au courant. Est au courant de la bonne nouvelle. Le prêtre du Game Pass n'a pas besoin. Parce que je suis pas un joueur de Xbox. Je suis un joueur de Game Pass. Moi, ça a changé comment je joue à des jeux vidéo. Au niveau de l'accès. Oui, de l'accès, je trouve que c'est génial. Là, je veux juste que Sony, je veux juste que PlayStation... Tu sais, il y en a une version un peu de Game Pass, mais pas aussi bonne. Il n'y a pas de Day One, il n'y a pas... Tu sais, c'est plus... les jeux sont un peu plus vieux. Oui, il y a une retenue. Je veux que Sony... Écoutez-moi, Sony, vous êtes capable. Faites votre propre Game Pass. Écoute, c'est sûr. Oui, PlayStation Plus, là, avec des Day One, le nouveau jeu, il arrive la même journée. Là. Vous êtes capable, je crois en vous autres. Okay. C'est bon pour les gamers, moi, je trouve. Puis j'ai essayé tellement de nouveaux jeux que j'aurais pas essayé que je pensais pas qu'il était dans ma palette de jeux. Ta Game Pass. Ça, énormément. Toi, là, il n'y a aucun doute qu'il y a quelqu'un chez Sony, là, pas chez Sony, pardon, mais chez Microsoft qui regarde les statistiques. Là, puis tu fais partie dans le 3% qui perdent de l'argent à cause de toi. Ouais, lui, il essaye des affaires. Mais c'est le fun parce que tu peux essayer des jeux que tu as toujours été curieux, mais tu n'es pas prêt à payer 90$ pour essayer, voir si tu aimerais ça. Et éventuellement, c'est comme moi, dans mon cas, c'est Diablo 4. Là. Ben, achète-les pas, il est sur Game Pass. Je sais, mais justement, c'est ça mon point. C'est que ça me tente pas de l'acheter. Oui. J'ai pas envie de payer 80$ pour ce jeu-là. Mais il est sur ton Game Pass. Ouais. Ça enlève le risque d'essayer des jeux que tu n'es pas sûr. As-tu fini Indiana Jones? Non, mais c'est incroyable. C'est un film. Hein? Oh, c'est incroyable. C'est un film, ce jeu. On a finalement eu le vrai 4. Oui, quant à moi. Oui. En fait, c'est un 2. Oui, c'est un 2. Parce que ça se passe après les événements du 1 puis il fait référence à Marion. Oui, beaucoup. Je ne veux pas donner spoilers, mais ça fait partie du personnage. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'hallucine du jeu, c'est que à quel point ils ont compris l'essence du personnage. Du personnage, oui, absolument, je suis d'accord. Plus tard, là, j'étais comme dans un endroit où il y a beaucoup de trésors et tout ça, puis il faut que tu fais un combat contre un autre personnage. Là, j'essaie d'être flou parce que je ne veux pas donner spoilers. Il est récent, le jeu. Oui, c'est ça. Ouais. Puis juste les répliques qu'Indiana Jones dit au début du combat, t'es comme, c'est ça. C'est exactement le type de dialogue qui s'est écrit. Il est parfait. J'ai la misère parce que je suis poche.
Puis j'essaie de... Écoute, je me fais battre à plein de coutures. Moi, je joue beaucoup de stealth, c'est que je me suis pas battu beaucoup. Je suis rendu une place où j'ai pas le choix de me battre contre des fascistes. Fait que, En passant, on peut-tu se dire que ça fait du bien de t'approcher des fascistes? Quand je pogne une barre de terre, j'encourage pas ça dans la vraie vie. Là. Non, on parle de jeux vidéo et de fiction. Exactement. Mais ça fait du bien. Oh oui. Ouais. Oh oui, vraiment, là. Il y en a une couple qui ont goûté pour d'autres personnes. Là. À un moment donné, j'étais dans un genre d'égout, là. Oui. Puis il y en avait 2 sur le bord, puis ils se parlaient. Oui. Puis j'ai juste marché en arrière, puis j'ai juste comme donné un coup de pied dans le dos pour qu'ils tombent en bas, là. J'étais comme, tombe fasciste. Tombe fasciste, bon. Non, mais ça fait du bien. Mais ça fait du ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu qui se passe dans le passé. Aujourd'hui, les fascistes n'existent plus. Non, aucune nouvelle forme. Non. Oh my God. Mais oui, ça fait du bien de t'approcher des fascistes. Oui, ça fait du bien. Mais le jeu est incroyable. On dirait que ça a été... Il y a un amour pour Indiana Jones. Il y a vraiment un love pour la franchise dans ce jeu-là, absolument. Puis là, Disney sont tellement contents du résultat qu'ils ont demandé à Microsoft d'en faire une suite. Oh! Ça fait que... Go! Écoute, je veux cette expérience. Je parle pas en termes de gameplay, là. Je parle en termes de résultats émotionnels. Je veux ça pour un jeu de Star Wars. Et je sais qu'il y a eu des bons jeux, là, Outcast. C'était pas Outcast, excuse-moi. Oui, Jedi Outcast. Oui, Jedi Outcast. Survivors, excuse-moi, le cas, c'est autre chose. Survivors. Oui, il y en a eu plusieurs. Là. Ça va, mais cette expérience-là, où tu as un field, je l'ai pas eu. Tu sens, je suis dans Star Wars. Oui, exactement. J'ai aimé ces jeux-là, là, comme de EA, là, puis je sais pas oublier son juste parce que je cherche le nom, je l'ai pas, là. J'aime les protagonistes, j'écouterais juste les cutscenes. Mais au niveau de l'expérience gameplay, je l'ai pas eu encore. Je pensais qu'Outlast allait être ça pour moi. Mais des nombreuses critiques que j'ai écoutées, ça semble pas être le cas. Mais apparemment, là, ils l'ont patché les choses qui dérangeaient. Mm-hmm. Donc, moi, dernièrement, j'ai vu comme du monde se raviser sur le jeu en disant que c'est un des meilleurs jeux qui feel Star Wars. OK. Donc, moi, je l'ai pas joué encore. Il va sortir sur Game Pass d'ici 2-3 mois. Là. C'est vrai? Ben, tous les jeux de EA vont sur Game Pass après 6 mois. Ah bon, je vais attendre d'abord avant de oui, achète-les pas. Okay. La beauté de Game Pass. Dans le chat, c'est Fallen Orders of Survivor. Merci, Marc Forget, j'avais oublié le nom. C'est quand je cherche un nom. Mais quoi d'autre dans tes annonces par rapport à Game Pass? C'était-tu juste ça par rapport à Microsoft? Non, je voudrais aussi parler d'un jeu du terroir. Un jeu qui est fait ici. Oui, à Montréal. Oui, on connaît 2 personnes qui travaillent sur le jeu. Exactement, ouais. Phil et Dan. Ouais. South of Midnight, ça va être un jeu d'aventure en Nouvelle-Orléans. Oui. Le jeu va sortir le 8 avril 2025. Day One on Game Pass. C'est cool. Le jeu est superbe. Il y a vraiment comme une esthétique. On dirait que les personnages sont à la limite des marionnettes, mais ils sont encore réalistes. On dirait, c'est comme entre les deux. Oui, je comprends ce que tu veux dire. L'esthétique de leur personnage est vraiment superbe, mais l'univers autour, c'est comme un Nouvelle-Orléans, mais comme réinventé, mystique. Magique. Je trouve ça beau, là. Je trouve le jeu est superbe. Nouvelle IP aussi, ça fait du bien, c'est ça. Oui, ça, c'est quelque chose d'important. Oui. Il n'y a plus beaucoup de nouvelles IP. Puis là, d'avoir quelque chose de 100% original... Très, très hâte. Il y a aussi tout un aspect, c'est ça qui parlait pendant le Developer Direct, qu'il y a tout un aspect que la musique, avec des voix, tout ça, quand tu vas être contre les boss, la chanson va évoluer à travers ton combat. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de gagner? Es-tu en train de perdre? Puis la chanson va se déplacer avec l'action que tu vois à l'écran. Je trouve... J'ai hâte. S'il y a un lancement à Montréal, j'aimerais ça t'inviter. Là. Y a-tu du monde là, qui pourrait nous inviter? Oui, j'aimerais. Ça serait le fun. Ça serait cool. Ouais. Comme dans le temps, on le faisait dans le temps. On le faisait souvent. Ouais, on allait Far Cry, je pense. Oui, Far Cry, on a fait Assassin's Creed, on a fait plusieurs années, mais c'était le fun. Puis on n'est pas, Yoann puis moi, on n'est pas des picassiettes, là. Non. Qui garoche, là. Nous autres, on est très, très chill. Oui, c'est ça exactement. On se tient sur ça, c'est oui, c'est vrai, c'est un bon point. Outlast, c'est pas Ubisoft. C'est Ubisoft, c'est pas EA. Non, c'est Ubisoft. Donc, dans 6 mois, ça veut pas dire qu'ils vont sortir. Non, mais ils ont une genre d'entente, Microsoft, puis tu comme les derniers Assassin's Creed sont là, tout ça. C'est sûr que Ubisoft ont leur propre Uplay? Uplay, oui. Ils ont leur propre genre de Game Pass. Puis là, on ne sait pas ce qui se passe avec Ubisoft. Là. Ils ont fermé un studio aujourd'hui. Il y a 185 personnes. Ouais. C'est un gros studio, celui de Londres. Ouais, ça a l'air qu'ils ont su, les gens de Montréal, un courriel un peu inquiétant il y a quelques semaines de ça.
qui promettait rien. Donc, je sais pas ce qui se passe. On sait Puis avec les décisions de nos élus de couper dans les crédits d'impôt pour les jeux vidéo. Ça, là, quand tu dis bonhomme, bibonhomme, là... Mais c'est parce qu'ils comprennent pas le jeu vidéo, ils savent pas que c'est la plus grosse industrie dans le monde. T'es en train de dire que les gens qui nous gouvernent, des fois, sont déconnectés de la réalité de... T'es en train de me dire que si on veut pas l'augmentation de 5,9%, il suffit que de déménager? Ouais? Oh, c'est tellement insultant. Hey man, ça, là, dans les choses, là, de se mettre le pied dans la bouche que j'ai entendu dans ma vie, là, mais je pense que c'est numéro 1. Mais premièrement, Benoît, le Canadien a gagné. Oui. Puis deuxièmement, j'ai pas bu de jus d'orange. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est la fermeture d'Amazon. Je veux dire, non, mais ça monte... En tout cas, je veux pas tomber dans le politique. Là, non, c'est ça. Ouais. On a les politiciens qu'on mérite, je pense. Ouais. Mais bref, il y a ça, j'ai l'impression qu'ils vont fermer... Il y a des grosses rumeurs comme quoi... Parce que Tencent, le géant chinois du jeu vidéo, qui est la plus grosse compagnie en jeu vidéo. C'est plus gros que Sony puis Microsoft, là. Des rumeurs qui achètent Ubi? Oui, il y a... En termes de revenus, là, c'est plus gros. Il y a des grosses rumeurs que ça va qui achèteraient Ubisoft. Ils ont déjà des actions, ils ont déjà acheté. Là, c'est sûr que les propriétaires de Ubisoft veulent garder une certaine forme de contrôle, mais je ne sais pas à quel point ils vont pouvoir. Puis je pense que Ubisoft, c'est une trop grosse machine. Tu sais, il y a trop de studios tout partout sur la planète. Ben, ils vont faire comme toutes les compagnies qui achètent une autre. Là. Ils vont les fermer puis ils vont consolider. Là. C'est le feeling que j'ai. Puis je dis pas que c'est parfait, Ubisoft, mais il y a certaines personnes qui j'y connais qui ont travaillé, quand on s'occupe bien de toi, on s'occupe vraiment bien de toi. C'est quand même des conditions de travail c'est des très c'est des gros salaires. C'est comme si Ubisoft Montréal fermerait un jour, j'espère pas. Non, je leur souhaite du bois, là. Je fais ça à personne. Ouais. C'est du monde qui a des très bons emplois. Puis, veux pas, il y a comme une fierté qui vient aussi avec Ubisoft Montréal. Absolument. C'est quelque chose qui fait rayonner Montréal sur la planète en entier. C'est elle qui a été un peu aussi, qui a drivé l'industrie du jeu vidéo pendant longtemps. Là. Très longtemps. Juste les studios qui ont ouvert dans le Myland, le quartier Myland à Montréal, autour d'Ubisoft. Mais oui. Tu sais, je sais pas. Moi, ça me fait absolument halluciner qu'on va laisser potentiellement, là, on sait pas, mourir cette industrie-là ou se transformer d'une façon qui est absolument drastique. C'est terrible. Fait qu'ils n'ont pas vendu du jeu vraiment. Ils n'ont pas eu de gros succès l'année passée. Là, il y a eu aussi la perte des... Tu sais, Ubi, là, ce qui est le fun aussi, c'est quand un projet était terminé. Là, avant la venue de ton nouveau projet, là, ils ne te crissaient pas dehors. Il y a plein de studios à travers le monde qui font ça. Ils se débarrassent de leur employé le temps qu'il y a un nouveau projet qui se dégage. Puis t'es pas sûr de revenir. Oui. Non, c'est ça, il y avait comme... Ouais. C'est pas le cas, il te gardait. C'est ça que... Bon, on veut pas être downer, là, mais... Bon livre. Mais il se crée encore des très belles choses à Montréal, si on veut mettre... Oui, absolument. Dont South of Midnight, qui... moi, j'en ai des frissons tellement que j'ai hâte de jouer à ce jeu-là. Ça va être cool. Puis, je veux juste vivre l'univers. À un moment donné, il y a comme un genre d'énorme poisson-chat, là, qui a presque l'air comme... Je sais pas comment mieux le décrire, là, mais comme tricoté, puis il y a une voix magique. Je trouve qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'histoire, il y a comme... En tout cas, je me sens déjà connecté juste avec les trailers qu'ils ont montrés. C'est très, très super. Autre chose dans ton truc? Oh, je vais faire ça super rapide pour les deux autres. Il y a Expedition 33, qui est un genre de Japanese RPG. Qui a été dévoilé durant le... Oui, Japanese RPG, mais qui est seté en France. Donc, ça serait comme les deux mondes. Puis c'est un peu turn-based action. Je pense que ça va être intéressant. Ça sort le 24 avril. C'est parfait, c'est sur Game Pass, vous n'êtes pas sûr? Ben, c'est pas dur. Vous faites juste l'essayer. Yoann se rattrape. Oui, je rattrape. Tu m'as là pointé, puis je me disais, hey, là, faut que le monde connaisse la bonne nouvelle. Faut que le monde y sache. Et le dernier qu'ils ont montré, c'est bien sûr Doom Dark Age. Ah oui. Puis le Doom Slayer de retour, juste la bande sonore de métal dans ta gueule. Oui, mais tu peux jouer à easy, ça va être pas si pire. Non, c'est l'expérience, ça me stresse trop. Ah ouais, hein? Tu sais, après une journée de travail, là... je comprends. Je peux pas jouer à ça. Je vais devenir super violent. C'est comme Jean-Charles dans François Pérusse qui écoute la chanson métal là, quand il attend au téléphone, puis il devient super insultant quand la personne décroche après. Là. J'ai l'impression Kratosti, t'as pris du temps à répondre, maudit carnet. Je mange des scorpions à la moutarde. Non. La donc, politique, c'est de la merde. Non. C'est ma phrase préférée parce qu'elle sort de nulle part, la politique. Il règle des comptes.
Cette fois-ci, Doom est dans un genre de monde médiéval. C'est un prequel au Doom de 2016, le Doom qui a été le reboot. C'est un prequel. Ils sortent une nouvelle arme. C'est un genre de bouclier / chainsaw. Nice. Juste à regarder le trailer, le poil m'a poussé sur le chest. Puis si vous me connaissez, vous savez que j'ai l'alopécie. C'est comme... Je me suis senti mal. Je voulais tuer des démons. C'est malade. C'est rempli de combos pour les tuer. Les guns sont fous. Et pour les fans de Kaiju, à un certain moment dans le jeu, et ça va arriver plusieurs fois dans le jeu, tu peux piloter un géant robot de 30 étages pour tapocher des Kaiju à coups de poing, puis à mitraillettes, puis des mitraillettes géantes. Ça a l'air malade. Là. Bon. Ça a l'air vraiment cool. Là. Bon, tu m'as donné le goût quand même un petit peu parce que tu parles de Kaiju. Super. Moi, j'ai passé dans les nouvelles de comic book. J'en ai 2 que je vais te partager, Johan. Oui. Il y a quelques semaines, on rapportait que Marvel Comics allait mettre fin à sa série en continu de Star Wars. En fait, plusieurs titres de Star Wars qui sont publiés depuis 10 ans du côté de Marvel C'est-tu parce que le monde le lit pas ou? Non, tu vas voir, en fait. C'est déjà arrivé par le passé que Star Wars a été rebooté, en guillemets. C'est un soft relaunch. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est la période, disons, après. Il y a New Hope, donc on fait tant de trade, tant de numéros. Puis après, c'est la période après Empire Strike Back. Fait qu'on fait tant de trade, tant de numéros. Et là, on est un petit peu arrivé au bout de ce que l'univers autour de la trilogie originale de Star Wars pourrait nous offrir. Donc, on a passé Return of the Jedi. Donc, on arrête la série de Star Wars. On continue, on arrête la série de Darth Vader, on continue. Et ça se culminait, ou il y avait suite, en fait, dans une mini-série qui est en train de se dérouler en ce moment, qui est en train d'être publiée, qui s'appelle Star Wars, The Battle of Jakku. Jakku, qui est le dernier affrontement dans la mythologie de Star Wars entre les impériaux et les rebelles. Et donc, ça a été couvert là, à travers des jeux vidéo, entre autres choses, aussi des romans. Et après cette mini-série Star Wars, The Battle of Jakku, on savait pas trop ce qui allait se passer, mais c'était pas mal évident que Marvel Comics allait garder la main sur cette franchise-là, qui allait continuer à l'exploiter. Puis là, ça a été confirmé par Marvel. Donc, il y a une nouvelle série. Mais en même temps, c'est en dessous du même parapluie. Oui, en fait, je voulais pas insinuer qu'il risquait de le perdre. Ce que je veux dire, c'est que ça n'avait pas été annoncé qu'est-ce qui allait se passer, mais c'était pas mal certain que ça allait se continuer d'une forme ou d'une autre. Et là, c'est ça. Ça vient d'être confirmé. Il y a une nouvelle série de Star Wars qui va s'appeler tout simplement Star Wars. Il y a un numéro 1 qui s'en vient. Ça va sortir le 7 mai et ça se passe après The Return of the Jedi. T'en as-tu lu la nouvelle? Moi, j'en ai lu, puis bien franchement, j'étais très impressionné de la qualité de l'écriture. Je te dis pas que c'est tout égal. Il y a des choses que moi, j'ai moins aimées, comme les Bounty Hunter. Il y a des séries que je trouvais plutôt inutiles. J'ai pas lu vraiment du Dr. Aphra, mais j'ai entendu beaucoup de bons commentaires. Donc, il y a plusieurs séries qui se passent en parallèle, puis on a 10 ans de comics de Star Wars, puis il y en a eu beaucoup. De ce que j'ai lu, je trouvais que ça venait vraiment bien compléter les trous qu'ils peuvent avoir entre les films. Par exemple, c'est cool ça. Par exemple, Darth Vader, entre le moment où il s'est fait tirer autour de la Death Star puis qu'il a su que Luke Skywalker existait, comment il sait c'est qui Luke Skywalker? Donc cette information-là, c'est des petits détails mais qui sont le fun puis qui sont bien amenés. Donc si vous êtes fan de Star Wars puis vous ennuyez de la période de l'Expanded Universe où il y avait 10 000 romans puis de comic book, ça vient un peu gratter cette envie-là. Puis c'est bien fait. D'ailleurs, la période après Return of the Jedi, ça a très peu été exploité en comics puis en livre. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, c'est une belle direction, je pense que... Puis c'était pas mal certain qu'on allait là, mais c'est une belle direction que Marvel Comics prend. La série qui va débuter le 7 mai va être écrite par Alex Segura et dessinée par Phil Noto. Puis, on va suivre Luke alors qu'il essaie de mettre les bases, si vous voulez, pour un nouvel ordre Jedi. Bien sûr, Han et Leia vont être là. Et ça se passe après Return of the Jedi. Je pense que ça se passe après les événements de Star Wars, The Battle of Jakku. D'ailleurs, un trade, je pense, pour The Battle of Jakku qui sort dans les prochains mois, proche de l'été, je crois. Donc, il y a une mini-série, là, plusieurs mini-séries qui vont culminer en un trade. Puis ce trade-là va être disponible plus tard au cours de l'année. Puis après, on va partir dans la nouvelle série. Donc, si vous aviez peur de perdre Star Wars en comics du côté de Marvel, sachez que ça va se poursuivre. Puis, si vous êtes curieux, c'est pas parce que c'est Star Wars, c'est du Marvel Comics. Ils sont disponibles sur Marvel Unlimited. Si vous allez les lire en numérique puis pas les acheter, ils sont disponibles avec un abonnement Marvel Unlimited. Donc, c'est un bon achat. Oui, c'est Marvel Unlimited, le Game Pass de la bande dessinée. Regarde, on l'a lu sur Marvel Unlimited, le trade dont on va parler tout à l'heure à l'émission. Sinon, autre chose là, qu'on ressort un peu de nos vidanges, je sais pas si, Yoann, tu vas trahir ton âge comme moi parce que je savais de quoi on parlait, mais 33 ans
On était déjà vivant depuis un bout à cette époque-là, Johan. On était conscients puis tout. Là. Oui. 33 ans après la fin de ce mythique, dis-je, dessin animé des années 90, Dynamite Entertainment, qui n'est pas tout le temps gage de qualité, mais quand même, a annoncé la sortie d'une série de comic book basée sur un dessin animé très iconique des années 90. Essaie de deviner c'est quoi, genre. Je sais pas. Attends, Masque. Non, mais c'est un bon guess. C'est un bon guess. Non, c'est pas Masque. Disons, OK, je vais te donner un indice, OK? Il y a une thématique environnementale dans la série. Oh, Captain Planet? Captain Planet va de retour en comic book 33 ans après la fin de la série animée. Ça va être écrit par un certain David Pipozzi et dessiné par Eman Salos. David Pipozzi, je le connaissais pas, mais semblerait-il que ça faisait longtemps qu'il voulait faire une série de Captain Planet. Ben, c'est à propos en ce moment, disons. Là. Ben oui. Quoique les thématiques, c'est très, très, très manichéen, là, Captain Planet, quand on était jeune. Pour les gens qui ne le savent pas, là, c'était des jeunes de différents pays qui avaient chacun une bague, qui comportait des pouvoirs, mettons, celui de la terre, de l'eau, de l'air. Puis t'en avais un, c'était le cœur. J'ai jamais compris, c'était le plus lame de la gang, là. C'était de la télépathie. Puis quand ils unissaient leur pouvoir, ils pouvaient appeler ou summoner comme Captain Planet. Captain Planet avec une belle mallette. La mallette n'est pas présente dans la nouvelle version de Captain Planet. Puis il y a même une barbe maintenant. C'est un crime contre l'humanité. Oui, tant qu'à ramener Captain Planet. Pas mon Captain Planet. Non, c'est ça. Ça a ruiné mon enfance. Donc, ça se passe. C'est là où c'est pas clair. Puis c'est un petit peu déçu. Ça semble pas être... Il semble pas que c'est passé autant de temps dans l'univers de Captain Planet que dans la vraie vie. Donc, on n'est pas 33 ans plus tard. J'aurais aimé ça de voir ça, tu sais, les jeunes rendus adultes, Captain Planet, tu sais, de jouer avec ce côté-là un peu méta de ce que le comic peut nous offrir. Ça semble être quand même peu de temps après la série des dessins animés. Ça serait dans le même univers de ce que j'ai lu, mais c'est ça. C'est pas 33 ans plus tard. J'ai vu des concepts pour les personnages puis ils ont la même gueule que quand on les voyait dans le dessin animé. Il y a déjà 6 premiers numéros qui sont confirmés pour une sortie en avril. Les couvertures officielles, là, parce qu'il y a différentes couvertures alternatives là, pour chacun des numéros, les couvertures officielles que vous pouvez collectionner sont dessinées par un dessinateur que j'aime beaucoup, que je sais qu'il est particulièrement apprécié, notre ami Jake Dion. C'est l'artiste Jay Lee qui les signe. Il y a un style très unique. Entre autres choses aussi cerné, c'est lui qui avait fait dans le temps les couvertures de... ça fait presque 20 ans cette référence-là, mais de Gunslinger du côté de Marvel Comics. Donc il est très cool. Il est un bon dessinateur. Ça sort en avril. Je ne m'attends pas à grand-chose parce que c'est Dynamite Entertainment, mais regarde, je pourrais être surpris. On sait pas. Puis ça peut ouvrir la porte à Captain Planet versus Terminator versus Alien versus Ash versus Jason. Non, sais-tu pourquoi? Non. Attends, parce que là, c'est toutes ces propriétés-là, à part Captain Planet, appartiennent à Disney. Ah, ouais. Jason, ils ont-tu le vendredi 13? Disney? Non, Jason n'a pas vendredi 13. Quoique Dynamite a fait des comics de vendredi 13 jadis. Il a fait... Il me semble... C'est pas... Tu sais, les BD d'horreur, style Jason et compagnie, là, c'est pas en comic que ça... C'est pas de la grosse qualité, là. En tout cas. Ouais. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui restait, toi, Yoann? Ouf! Il y a des rumeurs comme quoi qu'un Metal Gear Solid remake s'en viendrait. On est dans le gros remake, là, dans le jeu vidéo. Le premier, lequel? Le premier, celui... pas le premier au Nintendo, mais le premier du PlayStation 1. Qui a déjà eu, techniquement, un remake au GameCube qui était Twin Snake, mais que beaucoup comme les puristes l'aiment pas, mais il y en a qui le préfèrent. En tout cas, il y a de la grosse guerre sur Internet. Là. Ben oui. Trouvez-vous quelque chose à faire? S'il vous plaît. Puis que Sony travaillerait sur un nouveau God of War. Mais là, avec la mythologie égyptienne. Bon. Oui, ça serait une nouvelle rumeur. Not my God of War. Oui, c'est une rumeur qui flotte. Donc, est-ce que ça sera vrai? Nous le saurons seulement dans 8 mois. Oui, si nous sommes encore ici. Sinon, pour faire suite à mes comics de Star Wars, j'ai 2 nouvelles de Star Wars parce que, bon... Ça va bien pour Star Wars? Ben oui et non. Écoute, moi, j'ai bien hâte de voir la 2e saison de Endor. Oui. J'ai même pas écouté la première. C'est incroyable. Ouais, il faut que je l'écoute. C'est du Star Wars pour les adultes. En fait, tu pourrais écouter cette série-là, puis juste, OK, c'est dans un futur où tu as un genre de fédération fasciste intergalactique, puis t'as pas besoin. Ça pourrait ne pas être Star Wars. Là. Il y a pas de. Puis dans le traitement, dans l'histoire, et des épisodes, c'est dans des très bons épisodes de science-fiction.
dans probablement les meilleurs épisodes de science-fiction que j'ai vu, toutes catégories confondues, ça n'a rien à voir avec Star Wars. Là. C'est une thématique très, très adulte. Puis il y a un choix là, conscient dans qu'on décide de mettre de l'avant. Il n'y a pas de petites créatures de temps en temps vers qui on se tourne et fait comme... Ça, c'est plus Skeleton Crew, là. Ouais, genre cette affaire. Mais tu sais... Mais il en faut pour tous les goûts. Pour les goûts. Mais pour oui. les goûts. Puis, Ouais. mais je suis content qu'Endor existe, mais la deuxième saison s'en vient cette année, puis c'est très bon. Écoute la première, man. Ouais. Peut-être que les premiers épisodes vont peut-être tu vas dire, c'est convenu, mais non, il y a des épisodes où j'avais de l'anxiété à l'écouter. Oh, wow! Ouais. OK. Puis il y a une bonne anxiété, là, tu sais, un bon thrill à écouter ça. Sinon, bon, Star Wars, il y a The Hollywood Reporter, THR, qui a rapporté que Ryan Gosling est en pourparlers pour jouer le premier rôle d'un premier film de Star Wars signé Sean Levy. Ça, c'est le réalisateur de Deadpool et Wolverine. Le projet est en développement depuis 2 ans. On n'était pas trop au courant que ça s'en venait. Et le scénario serait signé par un collaborateur de longue date de Levy qui s'appelle Jonathan Tropper. Donc, il n'y a pas de détails. On ne sait pas dans quelle ligne du temps ou dans la ligne du temps ça se passerait. C'est qui les personnages, c'est quoi l'histoire. On sait par contre que ça ne sera pas connecté à ce qu'on appelle la Skywalker Saga, donc les 3 trilogies, l'original, le prequel et la sequel trilogy. Et si ça se concrétise, le film de Sean Levy serait le prochain à rentrer en production pour Disney. Oh, wow! Donc, ça serait catapulté par l'embauche, si vous voulez, de Ryan Reynolds. Sinon, du côté du fameux projet d'un film standalone de Daisy Ridley qui a été annoncé il y a 2 ans de ça, où on ramènerait le personnage de Rey qui enseigne à une nouvelle génération de Jedi. Le projet a encore changé de scénariste. C'est un certain George Nolfi qui va maintenant qui a pris le relais du projet, qui a entre autres scénarisé par le passé de Bourne Ultimatum et Ocean 12. C'est ça que, comme je l'ai dit, ça a été annoncé il y a 2 ans. Et le projet a changé de garde à plusieurs reprises. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Il y a eu Damon Lindelof, il y a Stephen Knight. Et ça serait réalisé par la documentariste Charmin Obey Chinoy, ça serait son premier film fictif, si vous voulez, son premier narratif. Sa première fiction. Elle a fait des documentaires assez incroyables que je n'ai malheureusement pas vus, mais que je vais essayer de mettre la main dessus. Entre autres, documentaires où c'est un docteur qui retourne au Pakistan pour venir aider à des femmes qui ont été attaquées par les attaques à l'acide dans le visage. Ouais. Ça a l'air excessivement poignant. Ça doit être... Oui, c'est juste les images que j'ai vues, c'est quelque chose. Donc, c'est elle qui va être en charge du projet. On peut être cynique puis dire, ben là, c'est quoi? Ça fait 4 fois 4-5 fois qu'on remplace l'équipe créative derrière le projet. Ça regarde pas bien. On peut dire ça, oui. On peut dire aussi qu'il y a vraiment un désir de la part de Lucasfilm de faire un film qui va se tenir. Puis je pense qu'ils sont nerveux. Oui, bien sûr. Ils sont nerveux parce qu'ils veulent que la saga de Rey fonctionne. Oui. Ils sont un peu nerveux de la réception des méga fans des 3 derniers films qu'ils ont faits. Sure. C'est que je peux comprendre comment... malheureusement, quand tu as cette nervosité-là, c'est là que tu risques de faire des erreurs, par exemple, parce que tu essaies de surcorriger, parce que... Tous ces scénarios-là sont vrais. Ouais. Ça se peut très bien aussi que tu peux risquer de surcorriger ou tu vas comme vraiment polir ta roche jusqu'à temps qu'elle soit vraiment parfaite. Ça peut être le cas. Moi, j'ai une théorie pourquoi ils sont vraiment... Je ne veux pas dire acharnés parce que ça a une connotation négative, mais pourquoi ils veulent absolument faire ce film-là. Ce film-là va se passer après la sequel trilogy. Oui. Pour l'instant, le plus loin qu'on est dans la timeline de Star Wars, c'est l'épisode 9. Et on a besoin d'un tremplin pour qu'importe ce qui va s'en venir dans le futur après. Donc, il y a besoin que ce film-là fonctionne. Je ne parle pas nécessairement fonctionne au niveau commercial, quoique oui, mais au niveau narratif, ils ont besoin de mettre une base pour qu'importe ce qui va suivre après ça soit fonctionne. cohérent. Oui, parce que toutes les séries qui vont découler de ça, toutes les... Parce qu'ils ne peuvent pas juste être dans le passé des épisodes des anciennes trilogies à Vivant Éternel. Ils ont besoin d'aller vers l'avant. Oui. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi ils sont, entre guillemets, radiophoniques, acharnés sur ce projet. Ah oui, c'est très logique. Oui, c'est une très belle théorie. Merci, Yoann. C'est tout ce que j'avais, Yoann, en termes de nouvelles. Est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Non. Savais-tu que le Coca-Cola, je ne savais pas, mais Coca-Cola, la compagnie Coca-Cola produit pour 3 milliards de dollars de cocaïne par année? De la vraie cocaïne? De la vraie cocaïne. Ça semble... On dirait que c'est pas vrai. C'est une légende urbaine. Oui, mais non, c'est vrai. C'est parce que dans la recette du Coca-Cola... D'origine? Encore aujourd'hui, il utilise encore la feuille de coca, mais il a décocaïnise. OK. Oui, il enlève comme l'agent qui fait que c'est de la cocaïne. Il utilise encore la feuille sans ce produit-là, mais il récolte toute cette cocaïne-là qu'ils revendent après aux pharmaceutiques pour la somme de 3 milliards de dollars par année. J'ai appris ça aujourd'hui.
Bon. Oui, la cocaïne est très utilisée chez les dentistes, apparemment. Ça expliquerait les bills que j'ai reçus de dentiste. Quand on dans ça, let's go, on t'arrache une dent. Mais oui, j'ai appris ça aujourd'hui, 3 milliards de dollars. C'est fou, hein? Oui. Ben moi, je suis un peu d'accord avec la prémisse du film Layer Cake. Je sais pas si tu viens de Layer Cake. Non, j'ai pas vu. C'est un film avec... bon, encore une fois, je cherche un nom, fait que je l'aurais pas. Là. Le gars qui jouait James Bond pendant des années. Sean Connery. Non, pas Sean Connery, le plus récent. Roger Moore. Non, le plus récent. Chris, t'es vieux, hein? George Lazenby. Non, le dernier, celui qui a fait Casino Royale et compagnie. Timothy Dalton. Tu sais exactement de qui je parle. Tu fais juste Non, mais là, il m'en manque un avant que je sois obligé de dire le bon. C'est quel, celui qui me manque? Pierce Brosnan. Non, Pierce Brosnan, c'est avant le gars dont on parle. Qui me reste, là? J'ai pas envie de googler, là. J'ai ça écouter un podcast quand j'entends le clavier. J'en reviens pas que j'ai nommé tous les James Bond sauf ce gars-là. Qui est excellent, qui joue dans Knife Out. Oui, c'est ça. Come on. C'est un gars-là. Non. Anyway, gars, c'est pas grave. Daniel Craig. Bon. Il a joué dans un film qui s'appelle Layer Cake, qui a été réalisé dans le temps par le gars de Snatch. Oui. Bon. Puis je chercherai pas le nom parce que je... les noms de la misère. Puis la prémisse, c'est éventuellement ça va arriver, mais le gouvernement va accepter qu'on vende de la cocaïne. Puis là, il se promène dans un centre d'achat, puis il y a des produits de cocaïne qui existent, accessibles au public. Mais c'est un peu question... Moi, je pense que ça va arriver éventuellement. Oui, ça va arriver. Il va y avoir la décriminalisation de toutes les drogues. On s'en vient de plus en plus dans l'univers de Robocop. Hein, fait que on n'est pas très loin. De l'univers de Robocop? Non, on est à côté. Là. Ouais, on est vraiment le pied dedans. Ouais. Il manque juste un gars imbibé d'acide qui explose quand il rentre dedans en char, puis on est là. J'ai tellement hâte de l'écouter avec mes garçons, mais ils n'ont pas l'âge. Là. Quand tu vas là? Je sais pas, ça reste... J'ai vu ça à 13 ans, 12 ans. Oui, c'est ça. Pas avant 12 ans, je pense. Je pense que je l'ai écouté tout seul. Tu sais, quand Murphy se fait canarder. Là, au début, c'est violent. Là. Puis là, il y a sa main qui lève, puis il explose sa main, puis tout. C'est brutal. 12 ans, ouais. J'ai eu aucun trauma aujourd'hui. Non. Mais le gars qui explose en jus, là, oui, avec ça m'a marqué. Ouais. Ça, c'est... Même à ce jour, j'en parle en ce moment, puis ça me lève le cœur. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. C'est le gars qui se fait bouffer par le blob aussi dans le remake. Oui! Lui, il a souvent fait splouche dans ses rôles. Dans le remake, mon préféré, c'est celui qui plie à l'envers. C'est lui. Oui, c'est ça. C'est lui qui part. Il part par la porte ou je sais pas quoi. Là. C'est lui. Je trouve ça tellement cool. Godspeed, motherfucker. Oui. Donc, c'est tout ce que j'avais, moi, Johan, comme nouvelle. Ouais, moi, c'est tout ce que j'avais. Parfait. On va parler, Noé, dans quelques instants de Spider-Ham. De Apocalypse Now, port comme port. Oui. Mais juste avant, je vous rappelle, je fais les annonces d'usage. Vous pouvez nous laisser un message vocal. Faites-le donc là, pour la semaine prochaine. Ça serait super cool. Sinon, on vous invite à rejoindre notre Patreon. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Mais si vous voulez suivre le lien, c'est patreon.com/mystérieux E. En échange de votre contribution Patreon, on vous donne 2 choses. Des épisodes de Bifurcation. C'est un podcast exclusif que je fais avec un de mes amis qui s'appelle Rémi Fréchette, qui est un cinéaste de talent que tu connais, super sympathique, que tu es une personne merveilleuse. Vraiment un cool. Être humain superbe. Yes. Je sais pas si ça a été annoncé, mais je sais que son film Time Man va être diffusé dans un autre festival. Donc, si vous l'avez manqué à Space, allez le voir dans le cadre du nouveau festival qui s'en vient. Je pense pas que je peux le dire, fait que je le dirai pas encore, là, mais ça s'en vient. Non, si le festival n'a pas annoncé sa programmation, tu peux pas. Je le ferai pas. Non, tu vas le mettre dans le top. Non, mais je le mettrai pas dans le... Je le dirai pas. C'est quel le festival? C'est super. J'ai failli te répondre. Sinon, vous donne ici. Deuxième chose, c'est un accès à notre Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, si vous devenez membre Patreon, écrivez-moi direct à travers la plateforme. Je vais vous envoyer un lien vers Patreon. C'est une plateforme, c'est comme Internet, mais sans trop de cul. Mm-hmm. Ça peut être intimidant quand tu rentres dans la patente, mais mais pour vrai, les gens sont super accessibles. Les gens partagent des articles sur un petit peu de plein de sujets, le cinéma, la BD, les jeux vidéo. On écoute des films. Il y a les films français qui sont en écoute la lutte. La lutte. Samedi, on écoute Royal Rumble. Qu'est-ce que je disais à propos du Royal Rumble? C'est le fun d'écouter en gang. C'est le fun d'écouter en gang. On l'écoute en gang avec nous autres samedi. Oui, parce que c'est pas de la bonne lutte, le Royal Rumble. Anyway, je pense pas qu'on écoute des films, mais quand je dis on écoute des films, on n'est pas assis en silence. C'est ça. C'est quelque chose de... participatif. Oui, c'est ça, participatif. Pour les bifurcations, le cycle qu'on va entamer, Rémi et moi, ce sera dédié au réalisateur Paul Verhoeven, en parlant de gars qui fait Splouche, qui a réalisé Robocop. Ça fait partie des films dont on va parler. Donc, on devrait Est-ce que vous allez écouter ces films post...
Post Hollywood. Post Hollywood? Post Hollywood, oui. Pré-Hollywood également, mais on les fera pas toutes parce qu'il y en a quand même. Oui, il y a vraiment beaucoup de films. Puis on essaie de faire des cycles, tu sais, pas qui s'éternisent, là, parce que sinon ça fait. C'est quand même intéressant. Oui. C'est que quand il était en Europe, il n'y a pas de producteur qui voulait travailler avec parce qu'il est super difficile à travailler avec. Puis tout le monde était fâché contre Paul Verhoeven. Puis là, aux États-Unis, ils se sont dit, mais c'est un vrai artiste. Ils ont de la misère, c'est un vrai artiste, on va l'amener ici. Puis il leur a fait exactement la même affaire ici, jusqu'en temps que en Amérique, ils ont fait comme OK, il est pas tenable, on va se débarrasser. Puis là, l'Europe, on dit hey, il est fait tout chier, c'est un vrai artiste, on va le ramener. C'est un vrai français. Ben, c'est pas un français, mais c'est un vrai européen. Fait que donc, on va parler de films de Paul Verhoeven. Merci à tous ceux d'ailleurs qui donnent déjà au Patreon des Mystères étonnants. J'ai des bonnes histoires de Paul Verhoeven. On en parlera tantôt si tu veux bien. Je vais finir. J'arrête pas de te rallonger ça. Oui, c'est hein? ça. Juste faire les petites annonces. C'est ça. J'ai perdu mon idée, Yoann. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça, le Patreon. Et donc, merci à tous ceux qui donnent au Patreon des Mystères étonnants. Il y a des dépenses qui ont été générées récemment parce qu'on se fait spammer quel calice sur notre plateforme par des bots russes. Ah ouais? Oui, comme tantôt, j'ai délité 252 messages laissés sur les articles. C'est juste de la crap. Donc, vous le voyez pas, mais nous, on le voit. Et je dois payer des... Là, ça a l'air qu'il va falloir que j'update, mets à jour un service qui m'empêche d'avoir des spams. Non, mais c'est énormément d'argent. Là. C'est genre 68$ par mois pendant 12 mois. Ben ouais, donc là, je vais leur écrire parce que ça fait pas de sens entre le niveau de base que j'ai et la difficulté comme... Mais c'est... Je veux dire, là, je me mets un petit chapeau en aluminium sur la tête, mais ça file quasiment comme... Non, c'est pas eux qui le font. Là, non, eux, ils le font pas, mais ils les bloquent pas vraiment comme ça. Tu t'abonnes au ce qui est chiant, c'est qu'initialement, ça bloquait 200 messages par mois. Okay. 250 messages. Ah, mais là, il y en a tellement que là, il y en a 256. Fait que là, ils se sont dit, là, ils vont même pas bloquer le de base que j'ai. Parce que c'est trop. Ah ouais, fait parce que ça dépasse. C'est pas qu'ils arrêtent à la différence, c'est qu'ils arrêtent complètement. C'est pour ça que je délite autant de messages à chaque semaine. De spam puis de trucs. Donc, tout ça pour vous dire que l'argent va sert à des choses comme ça pour les Patreon. Ouais. Puis merci parce que je sais que c'est pas des temps faciles, mais les gens, ils donnent au Patreon. Donc, je veux rassurer, il y a des épisodes de bifurcation qui s'en viennent. Vous avez aussi à l'avance des épisodes de Terre humaine Cheese d'or qu'on met sur le Patreon. Le Patreon. Et les nouveaux épisodes sont disponibles, les plus récents sont disponibles partout, là, sur les plateformes de podcast. On a aussi Noël Cheese d'or, les gars ont enregistré des épisodes pendant Noël. Terre Kaiju qui semble être faire dodo, là. Je sais pas ce qui se passe avec ça. Là. C'est le nouveau Noël Cœur et Croupe, on dirait que ça ne reviendra pas, je sais pas. Je pense que Jake est super occupé. Mais c'est une bonne chose, on y souhaite d'être super occupé, c'est une bonne chose. Plus qu'il est occupé, plus qu'il fait de l'argent, plus qu'il peut vivre. C'est ça. Donc, on est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 derniers épisodes des Mystères étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram, puis les autres plateformes de bullshit, mais on est vraiment sur Discord. J'interagis, tu sais, je regarde d'autres plateformes, là, je regarde Facebook, puis ça me tente pas de gérer ça. Ça me tente pas. Discord, ça se gère de soi. Oui, ben c'est des micro-communautés. Puis... C'est derrière un paywall. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je regarde plusieurs fois par jour. Je suis tout le temps là. J'ai pas envie de gérer un Facebook. Ben moi, je fais plus de réseaux sociaux, vraiment. Ça fait que mon seul réseau social, c'est le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est vraiment une belle plateforme. Donc, si vous donnez au Patreon, n'oubliez pas de nous écrire. Puis merci à tous ceux qui le font déjà. D'ailleurs, on parlait de Jake. Jake est en direction de l'Europe en ce moment même. Oh, dans un avion en ce moment? Je pense qu'il s'il n'est pas en avion, il va l'être prochainement parce qu'aujourd'hui, on est quoi, le 27 aujourd'hui? Le 27, on 27. enregistre. Donc, il s'en va au Festival d'Angoulême qui aura lieu du 30 janvier au 2 février. Je pense que s'il ne part pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Mais donc, c'est Angoulême, bien sûr, un festival de la bande dessinée, 52e édition. Il y a plein d'autrices et d'auteurs du Québec qui seront là-bas. Nos amis de Front Froid et Nouvelle Adresse, donc les deux maisons d'édition, notre ami Gauthier Langevin, qui sera là-bas. Lui-même va être là-bas. Donc, si vous êtes auditeur de longue date des Mystérieux et Étonnants, je sais qu'on a plusieurs Européens qui nous suivent. Allez leur dire bonjour, ils vont être là-bas. Je sais que c'est gros, mais ils sont là-bas. Donc, on va avoir plein d'amis auteurs et autrices de BD. C'est un bon moment d'avoir une dédicace de Jake. Oui, et de nos amis en général. Il y en a plein. Vous allez le voir dessiner en live, là. C'est incroyable, c'est une expérience. Oui, il botche. Tu trouves, toi? Non, c'est une joke. Oui. Je sais qu'il écoute le show en dessinant, fait que justement, je vais le faire réagir en ce moment. Bon, Yoann, on prend une petite pause, on revient dans quelques instants. Pour vous, les auditeurs à la maison, ça va être même pas 30 secondes. On va parler de Peter Porker, de Spectacular Spider-Ham, Portacalypse Now.
Hey, ça, c'est... C'est un mouthful. C'est plein de... Oui, j'ai la bouche pleine. Ouais. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Marvel Comics, Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham, Porkapolypse Now. C'est une bande dessinée de Zeb Wells, et de Wilson Robson. Wells signe le scénario et Robson signe le dessin. C'est un petit 5 numéros qui date de 2019. Il est disponible en trade, mais aussi sur Marvel Unlimited. Si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil. Remettre peut-être un petit peu la table. Spider-Ham, c'est exactement ce que vous pensez. C'est Spider-Man version cochon. Vous l'avez certainement vu dans l'excellent film de Into the Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse, mais il existe en bande dessinée depuis longtemps. Il fait partie du multivers, de l'univers de Marvel Comics, une des nombreuses variantes de Spider-Man. Donc, dans l'univers de Spider-Ham, Spider-Ham était à la base une araignée. Très humanoïde. Très humanoïde, qui avait un petit t-shirt, des lunettes, puis qui se tenait dans le sous-sol de Aunt May, qui s'appelle Pork May ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas noté le nom. Qui s'est fait irradier. Et donc, Aunt May de cet univers-là a mordu l'araignée. Elle se fait irradier parce qu'elle vient de construire un sèche-cheveux nucléaire. Qui est une excellente idée. Excellente idée. Ben, c'est à peu près temps. C'est comme ça que tu as perdu tes cheveux. Ben, c'est exactement. Donc, il se fait mordre par elle. Et donc, il devient un cochon, mi-cochon, mi-araignée. Oui. Puis, dans l'univers de Spider-Ham, on est comme dans une... je pense que c'est canon, là. C'est un dessin animé. Oui. C'est un personnage de dessin animé. C'est comme si on serait dans l'univers de Roger Rabbit. Roger Rabbit, exactement. Ouais. Donc, tous les autres personnages sont des animaux. Puis, il y a des variantes des personnages populaires de Marvel Comics. Sauf que c'est des animaux. Comme Captain America, c'est un chat. Oui, Captain America. Quelque chose de même. Ouais. Ils ont toute une variante. Thor est un crocodile. C'est tous des jeux de mots. Ils sont tous des jeux de mots comme nos restaurants de déjeuner font des jeux de mots avec œuf ou egg ou quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça. C'est une très belle image, c'est vrai, Johan. Donc, c'est ça. C'est un petit 5 numéro bien tranquille. Il y a les Scavengers, qui sont les Avengers de l'univers de Spider-Man. Ils sont aux prises avec une menace donc, il y a un genre de monolithe, quelque chose, une faille dans leur univers. C'est pas trop clair ce que ça comme fait. Un super méchant qui arrive dans leur univers puis qui semble enlever la couleur et le bonheur et l'humour. C'est quelqu'un de très sérieux. Tel un vilain des Kalinours des années 80. C'est ça, exactement. Mais il semble provenir d'une autre dimension. Oui. Et Spider-Ham, qui a une montre pour voyager à travers le multivers. Qui est le seul à avoir fait ça dans son univers et dont il est très fier de cet exploit. Il n'arrête pas d'en parler. Oui. Ouais. Donc, il part à la poursuite. Au point de rabaisser tout le monde. Ah oui, mais il s'en rend pas compte. C'est un peu une dick, en fait, Spider-Man. C'est un jambon. C'est un jambon. Littéralement un jambon. Donc, il part à la poursuite de cet ennemi-là qui demeure mystérieux et va chercher l'aide de Peter Parker, qui est notre Spider-Man à nous. Oui. Et les deux partent à la pourchasse de cet univers-là à travers des différents cartoons, un genre de cartoon inspiré de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas mal ça, j'ai pas d'autre chose. Oui, puis à chaque endroit qu'il voyage, à cause que Spider-Man, à cause de ce qui est arrivé au début de l'histoire, qui s'est senti rejeté parce qu'il était un dick à tout le monde, puis là, le monde a dit, on est tanné que tu sois un dick, là. Il se sent rejeté de tout le monde, ça fait qu'il se transforme par rapport à l'univers qu'il est pour sentir comme s'il appartenait à cet univers-là. Puis comme il est un cartoon, il peut. Il peut, ça. Parce que quand il arrive dans l'univers de Peter Parker, ils vont voir les Fantastic Four et Monsieur Fantastique est absolument fasciné par le cochon. Le cochon, parce que réellement, il explique qu'est-ce qu'est un cartoon, mais de façon scientifique. Oui. Comme qu'est-ce qu'un cartoon vivant. Parce que toute cette scène-là est vraiment drôle. Oui, ça se veut. C'est humoristique, c'est quand même léger, ça se prend pas au sérieux. Puis c'est quand même court comme lecture. Là. C'est juste 5 numéros qui fait le trade. Puis je pense que n'importe qui, même si vous connaissez très peu Spider-Man, c'est accessible. C'est 100% accessible. Rapidos, on va faire le tour. Tu sais, ton appréciation sans rentrer dans les détails. Est-ce que tu as aimé la série ou pas? Puis moi, je vais te suivre après. J'ai vraiment beaucoup aimé pour une très grosse raison. Je trouve que cette année, le début de l'année est parti sur les chapeaux de roue. Tu penses? Oui. Ça fait même pas une semaine. Je le sais. Et tu sais, d'avoir quelque chose de léger, de le fun, on dirait que c'était rafraîchissant, on dirait que c'était pas compliqué, on dirait que
il y a 1 milliard de jeux de mots un peu push qui fait rire. Oui, c'est une joke de papa, cette bande dessinée. C'est du début à la fin. C'est que des jokes de papa. Puis on dirait que c'est ça que j'avais besoin dans l'âme, là. D'ailleurs, quand je t'ai demandé si tu voulais être là à l'émission cette semaine, je disais, on parle-tu de quoi d'humoristique? Puis tu dit, de quoi qui pourrait être comme justement. C'est ça que je dis, on peut savoir quelque chose de léger? Il me semble qu'on a besoin de quelque chose de léger, là. On lit 1984, l'adaptation BD. Mouse. Fuck, non. Et c'est pas le moment de lire Mouse. Non, peut-être que c'est le moment, en fait, de lire Mouse. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trippé autant que je pensais que j'allais triper. J'aime beaucoup l'auteur Zed Wells. Je suis habitué qu'il nous apporte tout le temps des propositions intéressantes. C'est un bon auteur. Je pense que, par contre, la série est exactement ce qu'il voulait. Je dis pas que c'est mal fait, c'est pas mal écrit, mais je pensais que j'allais beaucoup plus rire que j'ai ri dans la bande dessinée. Je me suis pas je me suis pas frappé les cuisses à trouver ça drôle. Ça se veut justement ce que ça dit là dès le départ, une joke de papa. Oui. Puis c'est une joke de papa sur 5 numéros. C'est comme Kang. Oui. Le méchant, Kang, dans l'univers de Spider-Man, c'est Kangourou. Puis c'est ça, c'est des jokes de papa, c'est littéralement ça. Ouais. Fait que... Un de mes bouts préférés, c'est quand Spider-Man et Spider-Ham tombent en dehors des pages. Et là, il y a un trou qui existe en plein milieu de cet espace-là qui est complètement noir. Et Spider-Man met sa tête à travers le trou. Puis il décrit des scènes qu'il voit, passé et futur pour nous, des scènes que nous, on a vues. Puis on comprend que les fois où il faisait la narration à travers une bulle dans les autres volumes qu'on a lus auparavant, ou les autres pages qu'on a lues auparavant, c'est là qu'il faisait. Il faisait à partir de ce trou-là qui défie espace et temps. Ce qui m'a beaucoup fait penser au trou de Jean-Paul Hyde. Qu'on avait bien aimé il y a quelque chose, une dizaine d'années de cela. Puis c'est le même principe. Ça, j'ai vraiment aimé ça. J'aurais souhaité que le côté méta soit plus exploité qu'il a été. Oui, tout est de surface. Oui. C'est très de surface, c'est plein de jokes. Comme je disais, le mot push, c'est exactement ça. Oui, c'est comme... push. C'est pas poche, c'est push. Oui, tu sais, c'est comme... Tu souris, t'es comme « Ah ouais, OK. » Mais c'est un bon sourire, c'est comme « Ah... » Puis, tu sais, je dois dire que Spider-Man est complètement irrité par la présence de Spider-Ham. Puis ça me faisait rire. Il veut pas être là, il veut pas faire partie de l'aventure. C'est pas son ami, c'est pas son allié. Il s'est fait recruter par accident, il s'est fait amener dans cette aventure-là. Ça, il tente pas d'être là. Puis il arrête pas de le dire. Mais en bon anti-vax, Spider-Ham écoute pas raison, il entend pas ce qu'on lui dit. Puis, non, mais c'est un personnage totalement égocentrique. Absolument, complètement. C'est tout à propos de lui. C'est juste à propos de lui. Parce que même quand il revient au début de l'histoire, quand il a pas vraiment aidé d'arrêter le méchant, parce qu'il est juste en train de dire à quel point lui est meilleur, parce que lui a fait des vraies aventures. Il revient chez Pork May. Ouais. Pork May, c'est ça le nom que je cherche. Puis il fait juste rentrer, puis il dit comme on continue à pas cogner, je pensais qu'on s'était parlé de ça. Puis il dit non, tu sais, on vit ensemble. Puis c'est comme je pensais qu'on avait parlé que tu irais chercher un appart, là, tu sais. Il pogne à manger, puis il monte dans sa chambre. Et elle prend le téléphone. Elle dit non, mange pas la tarte. Elle prend le téléphone, puis elle dit pouvez-vous appeler l'hôpital pour dire qu'on doit canceller le bake sale? C'est comme si la tarte sert à ramasser de l'argent pour les gens malades. C'est que c'est pas. Il écoute pas, ce gars. Mais ça, c'est les genres de bons gags qui fonctionnaient. Sinon, c'est juste des jeux de mots. Ouais. Mais j'ai pas trippé autant que je l'ai trippé. Non, mais moi, j'ai eu du plaisir. Mais je pense que j'avais le goût d'avoir du plaisir. J'avais le goût de juste pas me casser le bicycle puis que ça soit, c'est ça, un sourire en coin puis rien de plus compliqué. Je suis curieux de voir si ce qui suit pour Spider-Ham est intéressant. Je pense qu'ils ont fait quelques mini-séries. Je pense pas que c'est une série qui est en continu à ce jour, là. Non, mais il n'y a plus rien à raconter. J'ai l'impression qu'au bout de ces 5 numéros-là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait faire à Spider-Ham? C'est ça le problème. Il faut qu'il soit dans un contexte humoristique. Qu'est-ce qui peut y arriver? Puis même dans un contexte humoristique, j'ai l'impression qu'on avait fait au bout de 5 numéros, là, on avait fait le tour des gags. Un crossover avec Howard the Duck serait apprécié, par contre. Ah, peut-être. Mais oui, mais il faudrait que Howard the Duck amène de son humour dans cette histoire-là énormément. Howard the Duck a un humour plus adulte que Spider-Ham, des BD que j'ai lus. Puis j'ai l'impression que vraiment, on avait
au bout de 5 numéros, c'est comme, OK, ben, j'ai fait le tour de Spider-Man. Il n'y a plus rien d'autre à me raconter ou à faire rire, ou il n'y a pas vraiment d'autres gags à faire. Là. On a fait le... Je pense que je riais à la fin parce que c'était comme une seule joke depuis 5 numéros. Puis c'est que, tu sais, dans le milieu, t'es comme, ah ouais, correct, là, c'est des jeux de mots. Puis là, ça redevient drôle parce qu'il continue de faire exactement la même chose. C'est peut-être un peu quand ça, t'es fatigué puis quelqu'un raconte la même joke, puis ça vient comme, puis là, quelqu'un la répète, puis ça devient de plus en plus drôle, puis ça devient pas drôle, puis là, ça redevient drôle. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, j'aime bien l'image. Je sais pas, ça m'a pas convaincu à devenir un fan de Spider-Man. Non, mais j'ai l'impression que ces 5 numéros-là sont parfaits en tant que tels et qu'il n'y a pas rien d'autre à raconter après. C'est comme, c'est ça. Tu sais, j'aurais pas le goût de savoir qu'est-ce qui se passe avec les Scavengers ou tout ça. Tu sais, je pense qu'on avait fait le tour de la question. J'aimerais que la série m'a un peu mélangé parce que quand Spider-Man, qui est pas appelé quand les Scavengers battent cette non, parce qu'ils sont plus capables de le sentir. Puis que là, lui, part dans les univers parallèles à la poursuite. Moi, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il pourchassait. J'avais pas vu le lien entre la menace et qu'est-ce que Spider-Man pourchassait. C'est à travers Monsieur Fantastique qui explique que pour voyager dans le temps, dans les mondes parallèles, à cause qu'il y a une abeille qui est un dieu dans son bracelet. Oui, on dirait que j'ai un ACV en même temps d'expliquer ça. Oui, mais c'est vrai. Je confirme que Yoann n'est pas en train d'inventer quelque chose. Il a juste à souhaiter pour sauter d'un univers à l'autre, et donc il fait juste souhaiter de retrouver l'univers où est rendu le méchant qui est supposé de détruire. Non, mais je le comprends ça, mais je comprenais pas que le méchant avait quitté l'univers. Moi, je pensais... Oh non, ça, j'avais pas compris du tout. Je pensais que sur le coup, c'était juste lui qui avait utilisé sa montre de voyage à travers les dimensions parce que il était une dick, puis... J'ai pas compris qu'il pourchassait quelqu'un initialement. Ouais, ben, au début, je pense que il a vu le danger, puis donc son souhait, c'était « j'ai besoin du vrai Spider-Man ». C'est ça qui est arrivé pour Spider-Man. Puis là, quand ils ont expliqué ça, faut que tu trouves le méchant. Ben, il a souhaité, je veux trouver le méchant. Puis qu'est-ce qui est un peu absurde, c'est pas le méchant, là. Kangourou n'est pas réellement le méchant. Le méchant, c'est le vrai Kang. Le vrai Kang ou un des nombreux Kang. Ouais. C'est que... J'ai mon gag là, tout à coup, t'as Mojo qui sort de nulle part. Oui, c'est vrai, ça, c'était un peu... Mais ça marche en même temps. Mon gag préféré, c'est quand Peter Parker retourne... Le vrai Peter Parker retourne chez lui et MJ est en train de nourrir Spider-Ham à la cuillère. Puis donc, elle lui parle en pensant que c'était un bébé cochon parce qu'il est tout petit. Il fait genre 2 pieds, peut-être 3 pieds. Puis là, il fait comme... Mais non, c'est un adulte. Ah, OK, là, il faut que j'aille penser à ce que j'ai fait. Puis lui, il était ça explique pourquoi tu me parlais en bébé. Oui, puis que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué à Peekaboo. Peekaboo, puis que tu faisais référence à moi en tant que bébé. OK, ça fait du sens, tout ça. Il n'est pas non seulement imbu de lui-même, c'est pas il est idiot. Là, il n'est pas très brillant. Mais il est un personnage de dessin animé. Il est comme ça. Puis là, éventuellement, Mojo considère que, parce que c'est le vrai méchant qui est en arrière même du Kang, puis il essayait de... Parce que Mojo veut faire une émission de télé de Spider-Man pour le monde qui écoute l'émission de télé de Mojo. Là, je connais pas très bien Mojo. Mojo, c'est le genre de créature extraterrestre qui a comme qui fait des émissions de télé-réalité à travers le multiverse. Puis on l'a vu dans les X-Men dans les années 90. C'est pas mal ma seule exposition. Moi, c'est le seul endroit que je le connais. Mais bref, là, il trouvait que, tu sais, Spider-Man, c'est une des émissions les plus écoutées, mais il la trouvait plus assez edgy pour le nouveau public. Puis il y avait quand même un message. C'est le seul moment que la BD a peut-être un message sur... Tu sais, on peut avoir des affaires pour enfants, des affaires pour adultes. On n'a pas tout besoin de rendre tout edgy pour que ce soit intéressant. Tous les cartoons n'ont pas besoin d'être méta à la Simpson, Futurama et Family Guy. Family Guy, justement... Il y a un segment de Family Guy. Il y a un segment où c'est que Spider-Man devient Peter... c'est bon, ce bout-là. De Family Guy. Oui, puis c'est drôle. C'est très drôle. Puis... éventuellement, il devient introspectif parce qu'il est pas bien là-dedans. Non. Puis je trouve que ça rit très bien de South Park, le mieux fait, mais ça rit quand même très bien de la formule Family Guy de j'ai un souvenir, puis je fais référence à quelque chose, puis tout ça. Oui. Puis là, après, on rit même de BoJack Horseman. C'est vrai. Oui, j'ai oublié ce bout-là. Ouais, qui est quand même... Parce que là, il a dit, j'ai pas besoin de toi, Spider-Man, j'ai tous tes amis
que j'ai kidnappé, puis je peux faire une série edgy avec n'importe quel de ces personnages-là, puis il force l'équivalent de Black Bolt, mais de cet univers-là de dessin animé que je me rappelle pas c'est quoi son nom malheureusement, mais le jeu de mots poche. Et pour le temps en BoJack Horseman, puis vraiment sa face ressemble, puis là il essaie de vas-y dis-le à tout le monde comment t'es déprimé puis que tu fais des affaires horribles à tes amis. Tu sais, il a pris vraiment la base de BoJack Horseman. Il y a quand même... C'est clairement Zeb Wells qui a comme fait « Ok, j'ai écouté ces affaires-là, puis il faut que j'en fasse une certaine critique ou un clin d'œil dans ma BD, dans ma série. » Tu sais, je pense que c'est les moments où c'est que la BD est intéressante parce qu'il y a un genre de propos, mais il y a beaucoup, beaucoup de moments où c'est que c'est pas vraiment de lien avec aucun propos. Là, c'est juste une série de gags. Donc, est-ce qu'on la recommande? Est-ce que tu la recommandes? Moi, je pense qu'en ce moment... Si vous êtes curieux de Spider-Ham, c'est le parfait 5 numéros, puis après, vous avez fini avec Spider-Ham. C'est comme, vous avez un début, un milieu, une fin. Vous avez peut-être trouvé du stock vintage qui va vous intéresser. Je suis sûr que Spider-Ham a des aventures vintage, un peu idiotes, un peu à la mer un Archie, là, où tu pètes pas le bicycle. Oui, quand il arrive dans la Deuxième Guerre mondiale, il fait un peu référence à ça. Comme quoi que il était encore plus silly dans le temps, puis tout ça, puis c'est comme sa vieille version, comme vintage de Spider-Man, qui là, tout à coup, il est comme vraiment cartoon. Populaire, là, c'est ça. Oh, l'autre chose que j'ai quand même aimé, c'est la première page, c'est un flashback, c'est que le style de dessin est vintage. Puis là, dès que tu tournes la page, t'es dans quelque chose de moderne, ça fait qu'ils changent le style de dessin. J'aime tout le temps ça quand ils font ça. C'est cool. Puis Spider-Man qui est le straight man, le rôle du straight man. Oh oui, puis de loin, là. Très bien. Ouais. Moi, je suis pas convaincu. J'ai quelques réserves. Je comprends, mais je comprends où tu vas. Je comprends d'où tu viens. Mais j'ai pas eu la même appréciation. Je m'attendais quand même un petit peu plus en termes de scénaristiquement, mais je peux comprendre que toi, c'est exactement ce dont tu avais besoin pour l'instant. Je pense que si vous êtes à tout le moins curieux pour savoir c'est qui Spider-Ham, c'est peut-être la BD que vous devriez lire, entre autres parce que justement il y a une origine au début tu vois, je la connaissais pas, mais l'origine de Spider-Ham qui se faisait Pork Way, c'est niaiseux. Elle s'est irradiée, puis là elle mord l'araignée. C'est la première chose qu'elle fait. C'est comme c'est n'importe quoi. Quelque chose à rajouter, Yohan? Non. Dites aux gens autour de vous que vous les aimez le plus souvent possible. C'est ça le plus important. Puis c'est tout. Oui, préparez-vous. La grippe aviaire 2.0 s'en vient. No joke. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Puis merci à tous ceux et celles qui donnent au Patreon. On se revoit bientôt sur le Discord. Bye bye. Bye bye.